Bienvenue à tous, nous allons commencer. Vous êtes à une conférence des Altercato, organisée par Marie-Hélène. C'est la première soirée d'un atelier qui est consacré à la culture politique. Donc si vous n'avez pas de culture politique, votre place est ici, si vous en avez aussi. Et, les Altercato, c'est une association qui existe depuis 5 ans. On s'est donné pour mission d'organiser des formations en questions politiques au sens large du terme, de former un laïcat intelligent, voilà, de participer à l'effort de notre génération pour renouveler les formes d'engagement notamment. On a ouvert un café culturel qui s'appelle le Simone, dans lequel vous êtes tous invités à l'issue de cette conférence où vous pourrez manger et boire, servi par les 2 salariés qui sont en train de préparer du coup le dîner. Donc n'hésitez pas à venir en toute simplicité. Si vous connaissez personne, on vous parlera peut-être à un moment. Donc voilà, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas d'amis, Simone est aussi fait pour vous. Je remercie Marie-Hélène d'avoir organisé cette conférence. Donc voilà, c'est un cycle. Donc vous êtes invités à venir vraiment à tout le cycle. Il y a une vraie cohérence. On parle des cathos de gauche aujourd'hui, on parlera des cathos de droite la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, et je remercie nos 2 conférenciers, Vincent Soulage et Jean-Pierre Denis, ainsi que Philippe Deroux, qui a fait aussi le déplacement, et le débat promet d'être animé. Marie-Hélène, c'est à toi. Et sachez que les Altercato ont une activité d'édition. Donc nous publions notre 3e livre aujourd'hui. Donc c'est un livre, c'est un recueil de textes de Simone Weil, la philosophe qui donne son nom au café de Simone, un recueil de textes consacré à la question de la guerre. Donc c'est des textes de 39 qui ont été majoritairement écrits en 39 et qui sont une réflexion non seulement profonde mais en fait vraiment d'actualité de Simone Weil, qui nous permettent de penser notamment la question de notre rapport à la guerre contre le terrorisme. Donc ça nous a beaucoup intéressé de lire ces textes et de les publier, de les mettre à disposition. C'est présenté par Pascal David, qui est dominicain, philosophe, et qui rend tout ça très clair. Si vous ne connaissez pas Simone Weil, ce livre est une parfaite introduction. Il est disponible au Simone, donc vous pourrez l'acheter ce soir pour le prix de 10 €. Bonsoir, bienvenue à cette conférence. Nous accueillons ce soir, comme nous l'a dit Paul, Jean-Pierre Denis, qui est journaliste, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, et également Vincent Soulage, qui est à nos côtés, historien, et qui écrit une thèse sur l'histoire des catholiques de gauche dans les années 70. Nous avons également Philippe Deroux, qui a été mentionné, qui est dans la salle, le fondateur du mouvement des Poissons Roses. Donc nous allons procéder de la manière suivante. D'abord une intervention de Vincent Soulage pendant une demi-heure, ensuite Jean-Pierre Denis une demi-heure également, et Philippe Deroux réagira à ces 2 propos pendant 10 minutes en tant qu'acteur catholique engagé à gauche. Voilà, donc ça donnera 3 lectures qui, on l'espère, vous donneront une vision complète de la question. Donc cette conférence, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont vu ces petits flyers à l'entrée, s'inscrit vraiment dans un cycle général de réflexion sur les liens entre catholicisme et engagement politique. Donc voilà, on a un ensemble de conférences. On commence par celui sur la gauche catholique. Le 12 mai, la droite catholique, toujours plus de disciples. Le 19 mai, catholicisme et révolution. Et enfin, le 26 mai, les voies de l'engagement catholique hors du parti, point de salut. Donc voilà, c'est vraiment destiné à aborder la question de l'engagement aujourd'hui des catholiques en politique. Pour la conférence qui nous intéresse aujourd'hui, peut-on encore croire à la gauche catholique ? La question a été choisie de manière volontairement un peu provocante, un peu dérangeante, dans le fait d'accoler aussi religion et politique. C'est aussi une question critique qui est posée. Est-ce qu'on peut y croire ? Cette formulation voilà, invite un regard un peu distancié et qu'on pourrait finalement la reformuler de la manière suivante. Au débouché d'une histoire qui a été riche et mouvementée, gauche et catholicisme peuvent-ils encore entretenir des rapports féconds ? Donc à travers cette question-là, finalement, on en retrouve plusieurs. La première étant
est-ce que le catholicisme, ce qu'on appelle les cathos de gauche finalement, dans le langage courant, qui a connu un âge d'or dans les années 70-80, est-ce que c'est une mouvance qui est totalement morte ou est-ce qu'elle survit sous d'autres formes d'engagement à gauche? C'est la première question qu'on va voir. Donc, est-ce qu'on a finalement un catholicisme de gauche zombie, pour reprendre les termes de certains analystes? Voilà, on verra cet aspect historique, comme je l'ai dit, avec Vincent Soulage. Et c'est une approche historique qui s'inscrit en droite ligne de travaux qui ont été récemment publiés, donc notamment en 2012, le livre de Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier, que beaucoup connaissent, À la gauche du Christ. Qui vient de paraître en poche en septembre dernier pour les curieux. C'est quand même plus simple. Voilà, merci Vincent. Deuxième question sous-jacente, c'est peut-on finalement croire à la gauche en général chez les catholiques aujourd'hui? Est-ce qu'on est catholique d'abord? Est-ce que ces vieux clivages sont totalement dépassés? Est-ce qu'ils sont en train de se redessiner? Et notamment, on verra cela à travers la figure du pape François, qui est finalement très intéressante parce qu'on voit que ces repères politiques, et notamment ceux de gauche et de droite, ressortent encore aujourd'hui comme clés de lecture. C'est des choses qui sont renvoyées. On dit que le pape François est un pape de gauche, sous certains aspects. Voilà, c'est des clés de lecture qui persistent. Et en même temps, le pape François apparaît aussi comme une figure qui paraît réveiller la gauche. Mais est-ce qu'il réveille la gauche ou est-ce qu'il réveille la conscience politique en général? Voilà, donc j'ai notamment une citation de Thomas Thévenoud, qu'on peut lire dans diverses affaires de folie administrative, qui avait dit « Le pape de gauche que nous attendions ». Voilà, c'est une citation qui avait été faite par Thomas Thévenoud. On a aussi un éditorial de Libération après la parution de l'encyclique Laudato Si, qui nous dit « Ce pape est sans doute le chef d'État le plus à gauche de la planète ». Voilà, c'est ces deux citations qui posent le fait qu'il y a encore ces clés de lecture-là qui sont existantes. Et plus globalement, à travers cette question des rapports entre catholicisme et gauche, ce qui est fondamentalement posé, c'est la question de la fertilité du catholicisme en politique, que ce dernier épouse les clivages existants et les cultures politiques, ou qui participe finalement à leur dépassement. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent Soulage pour son introduction historique. Alors, ce sera mieux. Peut-on croire à la gauche catholique? J'ai vraiment essayé de rester sur cette idée de gauche catholique, peut-être plus que de chrétien de gauche, pour vous montrer que les termes sont à la fois datés et en même temps s'inscrivent dans une longue durée historique. D'abord, on pourrait penser que la notion de catho de gauche, même l'expression serait totalement datée, et pourtant, un film récent, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je ne sais pas, je pense que plusieurs l'ont vu le nombre de spectateurs en France. Donc, le personnage principal, joué par Christian Clavier, est un bon bourgeois catholique et gaulliste, en conflit avec son épouse sur l'accueil de ces belles familles d'origine étrangère ou immigrée, un soir de tension dans le lit conjugal, et se met à proférer un certain nombre d'anathèmes à son encontre. À un moment donné, les communistes fusent, et l'insulte suprême vient à la fin de la discussion, catho de gauche. C'est dire que dans l'imaginaire collectif, ça reste quand même quelque chose qui existe, qui est peut-être daté, mais qui est très identifié et qui va correspondre à un modèle qui, je vais vous l'expliquer en 20 minutes, a sans doute en partie disparu. Alors, est-ce que vraiment les cathos de gauche, c'est uniquement les années 50-60, un passé limité, glorieux mais limité? Je ne le crois pas. Donc, dans la préparation, dans les discussions qu'on a eues, l'idée était aussi de rappeler qu'il y a s'il y a une histoire des chrétiens de gauche, en France de 1945 à nos jours, il y a aussi une préhistoire, donc avant 1945. Cette préhistoire, elle est longue, puisque, selon moi, les cathos de gauche sont à peu près aussi anciens que la gauche. La notion de gauche est née avec la Révolution française et l'opposition entre, d'une part, les partisans d'une évolution parfois brutale de la société et du régime, d'autre part, la droite qui était partisan du maintien puis du retour à l'ordre établi. Eh bien, dès la Révolution, on trouve des chrétiens dans les deux camps. Dès les débuts du 19e, c'est le premier moment où on voit apparaître les premiers signes d'une gauche chrétienne. Les penseurs, alors déjà d'abord les premiers penseurs socialistes qui sont avant Marx,
qu'on appelle les penseurs pré-marxistes, ne sont pas du tout anti-religieux. L'exemple qui est souvent cité est Proudhon. Proudhon est souvent interprété par des philosophes de plein de façons différentes, mais le premier socialisme n'est pas anti-religieux. Et dans l'élection de 1848 à la Seconde République, parmi les députés les plus à gauche de l'Assemblée, on a les abbés démocrates, notamment le plus connu est Lamennais. Donc ce sont bien des gens qui sont issus du clergé, qui vont avoir les idées sociales les plus avancées. Parce que tout le début du 19e, c'est le début de la révolution industrielle, la paupérisation massive de toute une partie de la population ouvrière qui naît, qui se retrouve dans les villes, et qui va s'intéresser à eux, pour une bonne partie, ce sont des cathos. C'est ceux qu'on appelle à l'époque les cathos sociaux, et qui partagent avec la gauche naissante cette préoccupation de la question sociale. Le prolongement de tout ça, c'est à la fin du 19e, le développement de la question sociale qui, dans l'Église catholique, va prendre la forme de la pensée sociale de l'Église, doctrine sociale de l'Église, enfin, voilà, vous pouvez lui mettre tous les termes que vous voulez, mais qui entre en conflit avec, en France, la question républicaine. Et c'est la question de la République qui va provoquer la cassure entre les catholiques et ce qu'on appelle à ce moment-là le peuple de gauche. Pourtant, cette cassure, elle va se résoudre uniquement dans les tranchées de 14-18. Pourtant, dès la fin du 19e, autant sur la question sociale que sur la question de la République, une partie des catholiques accepte le changement, accepte la République, se préoccupe de la question sociale. C'est la deuxième génération des cathos sociaux, ceux qui vont développer l'action catholique générale. C'est à cette époque que naît, pour diffuser la pensée sociale de l'Église, les Semaines sociales de France, qui naissent à cette époque-là. C'est tout ce premier catholicisme social. Est-ce que vraiment ce sont des gens de gauche? Pas sûr. Mais déjà, ils ne sont pas à droite. Et déjà, c'est exceptionnel pour cette époque où La Croix se proclame le journal le plus antisémite de France. On est en pleine affaire Dreyfus. Et rien que de ne pas être marqué à droite pour des catholiques, c'est déjà marquer une rupture. Parfois, ils vont être condamnés. Parfois, ils vont être acceptés, voire légitimés par l'institution. C'est un travail qui est long et compliqué. On voit déjà apparaître une figure comme Marc Sangnier, qui sera jusqu'aux années 60 une figure tutélaire de la gauche catholique. La réconciliation entre les catholiques et la République se fait dans les tranchées de 14-18, mais la réconciliation avec la gauche n'est pas encore complètement faite. Elle va être le fait de cette génération des années 1920-1930, qui est celle qui fait vivre l'action catholique spécialisée. C'est-à-dire Jacques, Gilles, Joc. Pour les curieux, la Juque a existé, mais c'était plus tard. Et surtout, on les retrouve dans le syndicalisme. 1919, c'est la fondation de la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, qui devient en 1964 la CFDT. Et on a vraiment un rapprochement qui s'opère avec la gauche, un rapprochement qui est à la fois intellectuel, mais qui est surtout militant. Tout ce réservoir de militants de l'Action catholique se rapproche progressivement des positions de gauche, et puisqu'on a même un des petits partis démocrates chrétiens qui existe à l'époque, qui s'appelle la Jeune République, qui participe au Front populaire et qui a 4 députés. C'est la Seconde Guerre mondiale qui fait bouger les lignes. La Seconde Guerre mondiale parce qu'elle décrédibilise l'épiscopat qui, lui, avait été extrêmement majoritairement pétiniste, et qui amène aussi au pouvoir toute une génération issue de la résistance, une nouvelle génération, qui cherche des voies nouvelles pour construire une société différente. J'oublie mon PowerPoint en vous parlant. Donc, et 1945, c'est vraiment l'émergence sur la scène politique de ces cathos de gauche, d'où le début du livre À la gauche du Christ, les chrétiens de gauche en France, de 1945 à nos jours. Ces chrétiens de gauche en 1945, ils cherchent autre chose. Enfin, pas que les chrétiens, la société française cherche autre chose. Et donc, on va la chercher dans plusieurs directions. Parmi les catholiques, la direction majoritaire, c'est la démocratie chrétienne. Une démocratie chrétienne qui est beaucoup plus marquée en France à gauche que dans d'autres pays. Le MRP de 1945, c'est un parti très marqué à gauche, qui soutient les nationalisations, qui soutient la création de la sécurité sociale, qui soutient un certain nombre de mesures sur le salaire minimum, sur les vacances, etc., sur les congés payés. Donc on a des démocraties chrétiennes très à gauche, qui évoluera par la suite à droite, à cause de la question qui fait blocage jusqu'aux années 80, qui est celle de l'école catholique. Parmi les chrétiens, tout le monde ne va pas chercher la démocratie chrétienne. Et de plus, le MRP va, on va le dire, échouer à véritablement faire évoluer en profondeur la société française, et toute une partie de ses tenants vont
être déçu et se tourner vers les autres options que je vais détailler tout de suite, qui sont pour un petit nombre le communisme, le marxisme. Alors, rarement en intégrant directement le PC, mais en rejoignant des organisations qu'on appelle crypto-communistes. C'est la CGT où s'engagent les prêtres ouvriers. C'est beaucoup de petits groupes comme l'Union des chrétiens progressistes, par exemple. Le nom de progressiste était à l'époque était utilisé pour désigner tous les groupes qui gravitaient autour du Parti communiste. Surtout, quand même, la majorité de ces chrétiens qui cherchent autre chose vont le faire dans une variété de formes de socialisme, qu'on appelle aujourd'hui le socialisme démocratique, avec toute une série de petites organisations qui, surtout, seront très à distance de l'ASFIO, qui déjà ne veut pas d'eux, parce que c'est un socialisme très laïque, et qui, surtout, va se déconsidérer de façon absolument dramatique pour son histoire, avec la guerre d'Algérie. Et donc, la rupture, elle se fait là. La guerre d'Algérie a aussi cet effet, un effet de levier, puisque c'est un engagement moral qui va se faire. Les catholiques vont se mobiliser en nombre plus important que le reste de la population contre une guerre d'Algérie, où les Français se retrouvent à endosser le mauvais rôle. Et donc, toute cette nébuleuse, vraiment, se retrouve à se coaguler dans les années 60, dans un parti, j'aurais pu mettre ça, le PSU, qui apparaît comme le parti des cathos de gauche, ce qui est absolument faux sur le fond. Il y a plein de militants du PSU qui ne sont pas cathos, mais beaucoup de cathos de gauche vont se retrouver soit dans le PSU, soit dans la CFDT. La CFTC, qui à ce moment-là se déconfessionnalise, abandonne son étiquette chrétienne pour devenir la CFDT. Ou alors dans une kyrielle de petites organisations qui sont les clubs, qui pullulent dans les années 60 et qui sont des alternatives aux formes d'engagement politique dans les partis. Et qui ressemblent beaucoup aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler des think tanks. Beaucoup des militants dans ces années 50-60 qui s'engagent soit en politique, soit dans des engagements syndicaux très forts, vont fonder cette espèce de figure quasi mythique du catho de gauche. Le catho de gauche qui est favorable à la décolonisation, favorable à ce qu'on appelle aujourd'hui l'altermondialisme, qui va donc se retrouver dans le CCFD, qui naît d'ailleurs au début des années 60. Beaucoup de ces cathos de gauche sont passés par les mouvements d'action catholique, nés dans les années 1920-1930, mouvements qui existent encore aujourd'hui. Et donc ce comportement, cette espèce de modèle de catho de gauche, il existe encore aujourd'hui, même s'il est numériquement beaucoup moins important. Des gens qui ont été socialisés dans l'action catholique, qui militent dans un certain nombre de ces mouvements, puis qui choisissent un engagement de type politique ou syndical. Le meilleur exemple, c'est le secrétaire général de la CFDT actuellement, Laurent Berger, qui a été permanent de la GOC. Vous savez qu'historiquement, il y a une filière qui amène beaucoup de responsables de la JOC à la CFDT. C'est un peu aussi toute cette génération militante qui alimente le catholicisme zombie dont Marianne a parlé très rapidement. La troisième génération qui arrive, c'est celle qui arrive après mai 68. Alors c'est à la fois une nouvelle génération et puis une radicalisation qui va toucher les générations précédentes. On a une quinzaine d'années, ça démarre parfois un peu avant 68, vraiment 15 ans où on a une vraie tentation gauchiste. Le gauchisme touche l'ensemble de la société française, c'est-à-dire la tentation de l'extrême gauche, d'une radicalité qui n'est pas forcément faire la révolution et qui n'est surtout pas en France basculée dans l'action directe et violente, mais une tentation de faire de la politique autrement, faire autrement d'ailleurs, et pas que la politique. Cette génération, elle a surtout une chance extraordinaire, c'est qu'à partir de la fin des années 60, son engagement à gauche, et quelle que soit la forme de gauche, son engagement à gauche est légitime aux yeux de l'Église institutionnelle. Jusqu'en 1965, quand un mouvement prend des positions à gauche, il est condamné, crossé systématiquement. À partir de 1965, ce n'est plus le cas. Il y a même une déclaration pontificale de 1971 qui légitime l'option socialiste pour des chrétiens. Et donc, on va voir toute une série de mouvements prendre officiellement l'option socialiste. Je mets des guillemets à option socialiste, puisque c'est comme ça que c'est inscrit dans les textes, c'est-à-dire qu'ils vont militer pour la gauche politique. Et c'est à cette époque qu'on peut parler vraiment d'une... Alors, quelques exemples de cette génération qui s'engage dans des formes de gauchisme, c'est Jean-Yves Le Drian, qui est au deuxième plan de la photo, qui est aujourd'hui ministre de la Défense et qui a été responsable de l'action catholique universitaire, et Jean-Marc Ayrault, qui a été responsable du MRJC, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Le MRJC qui était accusé à cette époque-là d'être maoïste.
il a quand même fait du chemin. Et ce qui m'intéresse, c'est que toute cette nébuleuse catholique dans les années 70 entretient des liens extrêmement forts entre tous ces différents mouvements. Pour beaucoup, ils sont proches soit du PSU, mais de plus en plus du PS, qui est la force montante à gauche, et beaucoup des trajectoires militantes vont finir au PS. Les exemples que j'ai cités en font partie. Et puis, également, il y a une tentation qui est intéressante, et qui est l'objet central de ma thèse, c'est pour ça que je le cite, qui est d'associer dans une même réflexion les dimensions politiques et religieuses des engagements, au point qu'on a des groupes tels que les chrétiens marxistes, qui existent, ou une fédération qui s'appelle Chrétiens pour le socialisme, et inversement, ces chrétiens essaient d'intéresser les partis politiques aux questions religieuses, puisque dans un congrès du PSU en 1976, on a un atelier sur foi et socialisme. Aujourd'hui, ce serait totalement inconcevable. Enfin, voilà. Il faut mesurer de quelle manière ces années 70, où tout est politique, donc la religion est politique, donc on doit faire des célébrations qui rendent compte de nos positionnements politiques et de nos luttes sociales. Enfin, c'est le discours qui est tenu. Bon, tout ça nous est aujourd'hui complètement étranger. Et si on veut faire le bilan de ces deux générations qui se succèdent en gros entre 1945 et 1981, qui sont des générations vraiment très politiques, on peut retenir d'une part des carrières militantes, qui sont des carrières soit en politique, soit dans les syndicats, soit dans les associations, qui ont été souvent accélérées par l'arrivée de la gauche au pouvoir. L'exemple typique, c'est Jacques Delors, qui a été militant au MRP, puis dans la Jeune République, un des responsables de la CFDT, qui a fini ministre de Mitterrand, puis à la Commission européenne. Bon, on a des carrières comme ça qui se construisent sur l'engagement et qui sont des figures de capot de gauche qu'on aime à montrer, mais qui sont des modèles qui aujourd'hui sont dépassés pour des raisons qui tiennent beaucoup plus aux partis politiques, d'ailleurs, qu'aux chrétiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'engager en politique, au PS particulièrement, parce que c'est le parti au pouvoir quand on est chrétien, c'est pas facile. Ça n'était déjà pas dans les années 70. Ça l'était dans les années 70 parce que le PS avait besoin des chrétiens, très clairement. Il n'en a plus besoin aujourd'hui, ou considère ne plus en avoir besoin, et du coup, bloque. Et ça peut être très douloureux, y compris pour les militants. Deuxième conclusion de ces deux générations politiques, c'est on a une vraie gauche catholique dans ces années 70 par l'intensité des liens entre tous les mouvements concernés et parce qu'entre eux, ils ont su tisser des réseaux, des institutions communes. Entre 71 et 78, tous les ans, il y a un grand rassemblement de toute la gauche catholique. On a à l'époque aussi des communautés de base qui se multiplient. Il y a une vraie effervescence. Et pendant 6-7 ans, tous les ans, on a des rassemblements entre 300 et 1000 personnes dans une ville de province où on fait des expériences diverses, où les idées très révolutionnaires émergent. Il y a une forme de pression également sur l'Église catholique, puisqu'en 1974, on a une session pastorale qui est organisée par les évêques qui vont à la rencontre de ces mouvements, dont le thème est libération des hommes et salut en Jésus-Christ. La question politique, elle est au centre. La question politique, elle tombe très vite après 80. D'ailleurs, elle tombe déjà avant 80. Et elle tombe dans toute la société française, qui sort de ces années 68, qui sort de ces années politiques. Et l'arrivée de la gauche au pouvoir va faire que beaucoup de ces militants qui s'étaient engagés en politique vont continuer à faire de la politique, mais vont être beaucoup plus distants de l'Église, par un phénomène qui est à la fois le phénomène global de sécularisation, qui est parce que les chemins d'engagement les ont amenés à faire de plus en plus de politique. Ils en font d'autant plus qu'ils deviennent permanents, qu'ils deviennent élus, qu'ils deviennent ministres pour un certain nombre. Donc on a cet éloignement, une génération qui s'en va et qui n'a plus de successeurs. Parce que la quatrième génération qui arrive dans les années 80, on ne peut plus vraiment parler de chrétiens de gauche. C'est plutôt la génération des chrétiens contestataires qui va disjoindre les dimensions politiques et ecclésiales de sa protestation. Dans les années 70, on est chrétien révolutionnaire, on est contre l'épiscopat, on se bat pour que l'Église prenne des positions de gauche, et on se bat dans les partis pour lutter contre la domination de la bourgeoisie, dont l'Église est un des piliers. Bon, j'essaie de faire ça de façon très très résumée et sans doute pas très compréhensible, mais il y a une cohérence, il y a un ensemble. Les questions politiques et religieuses sont liées à la protestation, on proteste sur tous les champs en même temps. À partir mieux des années 80, la protestation, elle est soit politique, soit ecclésiale. Et donc on a un certain nombre de groupes contestataires. Goliath, qui naît à la fin des années 80,
le réseau des Parvis, qui réunit un certain nombre de groupes, notamment qui sont nés après l'éviction de Monseigneur Gaillot du siège d'Évreux en 92. Plus récemment, le Comité catholique des baptisés francophones, qui est la transformation du Comité de la Jupe. Tous ces groupes qui contestent l'Église telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'ont pas de protestation politique. Et chez certains d'entre eux, aller leur dire qu'ils sont des chrétiens de gauche, ça passera pas bien. Du coup, où sont les chrétiens de gauche aujourd'hui? D'abord, il faut vraiment se dire que l'expression gauche catholique, elle est datée. Elle correspond à une configuration qui est celle des années 60-70 et qui n'existe plus aujourd'hui. D'abord parce que les mouvements qui étaient concernés, qui sont essentiellement des mouvements d'action catholique, mais pas uniquement, aujourd'hui sont en difficulté, en grande difficulté numérique, pour un tas de raisons, que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui sont en difficulté. Le deuxième problème, c'est que l'expression catho de gauche, elle a dérivé aujourd'hui, et on tend à mettre sous ce terme, dans le langage courant, catho de gauche, catho progressiste, tout ce que, en sociologue, on appelle le catholicisme d'ouverture, c'est-à-dire toute cette frange du catholicisme qui est ouvert au monde, à la modernité, qui n'est pas forcément très progressiste, très marqué à gauche, mais qui accepte des évolutions, qui accepte Vatican II, qui n'est pas dans la résistance. Et l'exemple, c'est les scouts de France. Est-ce que les scouts de France sont des cathos de gauche? Spontanément, on a attendu. Oui, non, voilà, enfin... La question fait débat. Si on étudie les scouts de France, on constate que l'encadrement est quand même plutôt marqué à gauche, mais pas majoritairement. Les positions qui sont tenues par les scouts de France ne sont pas vraiment politiques. Mais par contre, quand on commence à évoquer les scouts de France comme le catholicisme d'ouverture, des gens qui ne sont pas forcément à gauche, je veux dire, ouais, si, les scouts de France, ils sont à gauche, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est notamment chez ceux qui sont, ce qu'on appelle le catholicisme d'identité, qui est l'autre frange, l'autre pôle du catholicisme, donc, qui accuse les scouts de France, le MCC, le mouvement des cadres chrétiens, ça c'est des cathos de gauche. Le jour où on m'a dit ça, j'ai quand même ouvert les grands yeux, mais voilà. On est dans cette confusion entre, aujourd'hui, être un catho un peu ouvert, c'est être un catho de gauche. Non. Ce n'est plus du tout la même réalité. Néanmoins, donc si la figure du catho de gauche catholique, de cette fusion des engagements politiques et chrétiens, du fait que l'engagement politique était assis sur des convictions chrétiennes, parce que, étant catholique, il faut s'engager à gauche, il y a tout un développement théorique, théologique qui se fait autour de ça. Si cette figure-là a disparu, il reste une vérité, une évidence statistique mesurée par tous les sondages, qui est qu'une part des catholiques sont à gauche. Ça s'est manifesté notamment par leur vote, puisque en 2012, entre 25%, entre un quart et un tiers, grosso modo, des catholiques ont voté pour François Hollande. Après, la proportion varie si on prend uniquement les catholiques pratiquants réguliers ou les pratiquants irréguliers. Donc, il y a encore des chrétiens à gauche. Et puis, on a à nouveau, depuis une petite dizaine d'années, des groupes qui se réintéressent à la question politique avec un point de départ religieux, mais qui n'assument pas l'identité religieuse, qui ne sont pas dans l'affirmation confessionnelle. C'est le groupe des Poissons Roses, dont Philippe parlera tout à l'heure. Un autre groupe, qui est le groupe Esprit Civique, qui s'est créé autour de quelques députés socialistes, et c'est pas un hasard si ça s'est créé au moment du mariage pour tous, où ces députés catholiques étaient... il y avait quand même une vraie résistance. On sent qu'y compris dans la gauche, la question du mariage pour tous n'est pas passée auprès de tout le monde. Dans les premiers manifs pour tous, on a des gens de gauche qui vont manifester. Bon, ils en partent très vite, mais on en a au début. Et puis, il y a un groupe un peu plus discret qui anime un blog qui s'appelle À la table des chrétiens de gauche, dont je fais partie et sur lequel vous pourrez trouver mon intervention, j'espère, dès demain. Voilà, ça c'était une petite minute d'autopromotion. Et ma présence ici a aussi un intérêt pour moi, c'est d'ouvrir avec vous une question. C'est quels sont les enjeux aujourd'hui du positionnement politique des catholiques? Parce que, qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui? On a quand même un peu du mal à définir. Qu'est-ce qu'être catholique aujourd'hui? Ça aussi, c'est difficile à définir, puisqu'on s'aperçoit que dans les sondages, si le catholicisme reste très majoritaire, on a beaucoup de gens qui sont
revendiquent catholiques tout en ayant une pratique très distante de l'institution et des croyances qui parfois seraient même très distantes de l'institution. Donc, quels sont les enjeux? Là, je vous propose, là c'est vraiment une hypothèse que je soumets à votre réflexion. C'est que le raisonnement politique, le positionnement politique des catholiques est réglé par deux clivages, deux domaines. Le premier, c'est les questions économiques et sociales, qui se sont aujourd'hui étendues aux questions écologiques, où on a une Église qui apparaît, en tout cas pour la majorité de nos concitoyens, comme très proche des positions de la gauche. Et c'est ce que dit Marie-Hélène sur les textes où on dit que François est un pape de gauche, parce qu'il va s'occuper des migrants, parce qu'il met en avant l'urgence climatique, qui sont des positions qui, politiquement en France, sont défendues par les partis de gauche. Donc on aurait une Église de gauche. Oui. Sauf que sur les sujets sociétaux ou de politique, on a une Église qui apparaît conservatrice, proche de la droite, défendant la famille, refusant l'avortement, etc. Donc, ceux qui veulent aujourd'hui, et notamment c'est le cas d'une partie de la jeune et un peu moins jeune génération, quand même, pas uniquement les 20 ou 30 ans, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça remonte. Cette jeune génération catholique qui, certes très minoritaire, mais veut s'intéresser à la politique tout en ne reniant pas sa foi et ses convictions, quel choix partisan va-t-elle faire? Et donc j'ai essayé de vous proposer un petit schéma pour résumer cette pensée, avec verticalement un axe entre les libertaires ou les conservateurs. Les mots sont sans doute très très mal choisis, je sais que vous n'avez pas à l'apprécier, mais je vais essayer quand même de rendre compte un peu des problèmes. Donc, verticalement, l'axe sur les sujets sociétaux entre libertaires et conservateurs, et horizontalement entre les libéraux et j'appelais ça les régulateurs. Bon, c'est très inadapté, hein, oui. Si on place les partis politiques, c'est pas très compliqué. Ça ressemble à peu près à ça, avec les Verts qui sont très libertaires. On l'a encore vu sur la loi contre la prostitution. Le PS qui est en position plus centrale. Les Républicains et le FN qui sont plutôt de ce côté-là. Alors, sur les FN, c'est quand même un peu compliqué à positionner, de la variété du discours interne, entre ce qui est dit, certains espaces, etc. Et puis, la conférence des évêques, que moi je place dans le... Voilà. Un peu tout seul, un peu isolé là-bas, en bas à gauche, qui est favorable à une régulation de l'économie. Et ça, l'Église le dit depuis la fin du 19e. Hein, la doctrine sociale, c'est à la fois contre le socialisme, mais aussi contre le libéralisme. Donc là, il n'y a aucune surprise à avoir là-dessus. Et assez facilement, donc les mouvements dont j'ai parlé, comme des poissons roses ou esprits civiques, se positionnent également plutôt dans ce cadran-là. C'est-à-dire, à la fois tenir les positions traditionnelles de la gauche sur les questions sociales, économiques, écologiques, et en même temps être sur les questions sociétales un peu plus réticentes, en essayant de poser ce que sont les questions de fond, et pas d'être ouvert au progrès le plus absolu et sans régulation. Et du coup, voilà, oui, j'ai pris cette une de limite parce que décroissez et multipliez-vous, c'est quand même tellement beau comme expression. À la fois, on est bien sur la convergence avec à la fois l'évangile et la pensée décroissante qui est marquée, en tout cas dans l'imaginaire collectif, très à gauche, très écologique, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tous ces gens qui ont envie de s'investir en politique vont-ils se rapprocher soit des Républicains, voire du FN, comme le fait par exemple un groupe comme Sens Commun, un peu le pendant des poissons roses à droite, et qui essaie de peser à l'intérieur de l'UMP, parce que les questions de type sociétales vont l'emporter, et que donc cette génération va centrer à droite, c'est tout le discours qui est développé autour des points non négociables. Les points non négociables, c'est de toute façon systématiquement les mêmes, c'est la défense de la vie, la défense de la famille. Et on sait que si on met ces points non négociables en avant, ça veut dire attacher l'électorat catholique à la droite politique. Or, les points non négociables, c'est une des visions de la relation entre catholicisme et politique, ce n'est pas la version officielle. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, qui est celle qui est défendue par notamment l'Action catholique, toute cette génération qui continue d'exister des chrétiens de gauche, dont je vous ai parlé. Ils ne sont pas tous morts, loin de là, ils sont encore très présents dans les associations, on les retrouve au CCFD. D'ailleurs, on retrouve, y compris dans les jeunes qui entrent aujourd'hui au CCFD, des chemins de vie qui rappellent beaucoup les générations anciennes. Et donc, est-ce que c'est la question
sociopolitiques ou de plus en plus écologiques qui vont opprimer et qui vont amener ces gens à se rapprocher de la gauche politique. Et l'itinéraire de quelqu'un comme Patrice de Counquet ou du groupe des Indignés chrétiens est assez intéressant. Où il était très marqué à droite, venant du Figaro, il était même dans sa jeunesse à l'Action française, Patrice de Counquet, très marqué à droite, sur les préoccupations écologiques, évolue vers la gauche, et aujourd'hui il apparaît comme... aujourd'hui il apparaît vraiment marqué à gauche. Donc voilà, je vous laisse avec cette question en suspens, et je suis sûr que les deux intervenants suivants auront des éléments à apporter, peut-être compléter et surtout sans doute contester mon analyse. Je vous remercie. Merci. On va donner la parole à présent à Jean-Pierre Denis. Merci Marie-Hélène. Non, alors Vincent, je suis très embêté parce que je n'ai aucun désaccord. Donc ça va enlever de l'intérêt à notre discussion. En fait, je trouve que ta synthèse est à la fois très précise et assez remarquable. Et je te remercie juste d'avoir évité de situer la vie sur ton diagramme. Voilà. Par contre, je ne vous remercie pas de m'avoir invité parce que c'est vraiment un sujet très difficile à traiter, surtout quand on jette un petit coup d'œil sans vouloir vous juger sur vos mines respectives. On voit bien qu'il peut y avoir sur ce sujet-là des points de vue assez tranchés avec des histoires personnelles assez différentes, avec des histoires générationnelles assez différentes. Et je vais essayer de me situer le plus honnêtement possible. Moi, comme directeur d'un journal qui est inscrit dans cette histoire de manière extrêmement claire, qu'on ne définira pas comme un journal des cathos de gauche, mais comme un journal dans lequel il y a beaucoup de lecteurs qui sont des cathos de gauche ou qui ont été des cathos de gauche dans les décennies qui nous précèdent, mais qui est un journal qui reste très profondément marqué, qui a pour vocation d'être dans le christianisme social. Ce qui est une notion qui n'est déjà plus tout à fait la même que celle qui est en discussion aujourd'hui, celle des cathos de gauche, les cathos de gauche étant finalement une composante, et peut-être, comme tu l'as dit, un moment historique dans cette histoire du christianisme social. C'est ma famille, c'est la famille dans laquelle j'ai grandi, ayant été chez les Rocardiens quand j'étais étudiant, ayant vu par ailleurs ce que les Rocardiens étaient devenus, c'est pas toujours très enthousiasmant, et militant aujourd'hui pour simplement le fait d'être catholique, ce qui me paraît déjà suffisamment intéressant, sans avoir nécessairement le besoin d'y rajouter des étiquettes. Et j'ai préfacé notamment il y a un an ou deux la traduction d'un livre d'un jésuite américain qui s'appelle Matt Malone, qui milite pour un christianisme sans étiquette. Je vais me situer juste donc dans cette histoire en fidélité critique. La fidélité c'est bien, mais quand on devient adulte, on essaie d'avoir un regard libre, critique. C'est pas toujours facile, mais c'est en fidélité critique que je viens vous parler ce soir. Pour faire le lien avec ton intervention, je dirais que en fait j'avais prévu, je m'étais dit en fait je vais aborder le sujet complètement différemment parce qu'au fond on me demande de traiter un sujet qui en réalité, je suis en train de compliquer, mais qui est très simple à traiter. Il n'y a plus de catholiques en France, il n'y a plus de gauche en France, donc il n'y a pas de sujet, donc on peut aller au Simone boire un coup. Mais donc, faisons comme si le sujet existait. Voilà. Il y a quand même une spécificité française, il faut l'avoir en tête quand on aborde de sujet. Je dirais par une petite anecdote qui est une expérience de journaliste. Lors de l'enterrement de Jean-Paul II, j'étais à Rome et j'étais extrêmement frappé de voir dans les rues de Rome beaucoup d'affiches « Merci Jean-Paul II ». Et ces affiches avaient été placardées par le principal parti politique de la gauche italienne. Et on imaginait assez mal en France le Parti socialiste faire
placardé de manière sauvage en plus sur les murs des villes françaises. Merci Jean-Paul II. Même si Bertrand Delanoë, le maire de Paris, a pu créer un parvis Jean-Paul II. Enfin, grosso modo, c'est quelque chose qui était absolument impensable. Donc il y a une spécificité française. La question que vous posez, le fait que ce soit problématique, c'est probablement quelque chose de typiquement français. Et moi, sans vouloir du tout contredire et en abordant de manière, je dirais de manière très très grossière, alors pour le coup, alors que tu l'as fait de manière très fine, je dirais qu'il y a une spécificité française parce qu'il y a un imaginaire politique français. Et quand on aborde cette question, on ne peut pas faire abstraction de cet imaginaire politique. Cet imaginaire politique, c'est quoi? C'est au fond une gauche qui est quand même culturellement anti-religieuse, malgré le mouvement de balancier qui fait que le christianisme dit libéral au XIXe siècle, le christianisme social à la fin du XIXe siècle, sont des mouvements qu'on peut situer sur un axe gauche-droite comme étant plutôt de gauche. Il y a une gauche qui est quand même globalement plutôt une gauche anti-religieuse. On est marqué par l'histoire de la Révolution française et 2 siècles après, on reste structuré par cet imaginaire-là. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. J'étais très frappé de voir, en lisant les leçons au Collège de France de Michel Foucault, un ou 2 paragraphes dans lesquels il revient sur ce qui s'est passé dans les années 1880-90, où il fait remarquer que la gauche française s'est désintéressée de la question capitaliste pour s'intéresser principalement, enfin, c'est moins intéressée à la question capitaliste que, par exemple, la gauche britannique, pour s'intéresser davantage à la question religieuse. Et il fait observer, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que on a en tête l'affaire Dreyfus, tu as évoqué l'antisémitisme qui est dominant dans le christianisme à la fin du XIXe siècle, mais il y a aussi une gauche qui est anti-dreyfusarde. Il y a aussi, j'ai vu des textes de Jaurès publiés à l'époque, qui faisait une chronique hebdomadaire dans la Dépêche du Midi, dans lesquels il y a des paragraphes à propos des Juifs d'Algérie qui seraient aujourd'hui considérés comme des textes, des propos antisémites. Oui, c'est Jaurès, c'est assez étonnant. Et donc, il y a une tradition sur fond probablement antisémite, c'est ce que dit Michel Foucault, à travers l'idée que le Juif, c'est celui qui a l'argent, plus une hostilité de l'Église à la République. Il y a un contexte, un imaginaire qui est compliqué, qui est beaucoup plus compliqué que on ne veut l'admettre. Et d'un autre côté, il y a une Église qui a une tradition anti-républicaine et qui met quand même 100 ans à se décider à rallier la République. Et ça, je pense que ça continue à marquer les esprits. Alors ça, c'est ce que j'appellerais la spécificité française, pour le dire de manière très rapidement. Puisque je ne suis pas là pour parler d'histoire, mais du présent, moi je dirais qu'il y a donc je le disais d'une boutade, il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de gauche, donc j'essaie de quand même le développer un petit peu. Il y a une crise du christianisme, c'est absolument évident, et la première manifestation de cette crise du christianisme, c'est effectivement la crise de l'aile gauche, on va dire, de l'Église. Je suis en train de terminer une longue conversation avec Cécile Duflot autour de cette question, en vue d'un petit livre qui devrait paraître d'ici quelques semaines. En fait, je suis arrivé à une conclusion qui va peut-être vous surprendre, mais je pense que le principal point de clivage de ce débat politique, ce n'est pas la politique, c'est le sexe. Et ça peut paraître complètement étonnant, parce qu'on ne parle pratiquement jamais de ça. En tout cas, on parle beaucoup de justice sociale, on parle de questions qui sont des questions proprement politiques. Et en fait, un des points de rupture, tu as montré la photo de Jean-Marc Ayrault. Pour avoir posé la question à Jean-Marc Ayrault, en avoir discuté avec lui, le moment où il s'est éloigné de l'Église et la raison pour laquelle il s'est éloigné de l'Église, pour la rupture avec l'Église, c'est humanité, et c'est donc la question de la sexualité, c'est la question de la pilule. Donc, quand je parle de sexe, c'est évidemment selon les problèmes qui se posent aux différentes époques. Et à partir de là, un certain nombre de catholiques ont commencé soit à s'éloigner de l'Église, soit à relativiser leur appartenance
à l'Église. De l'autre phénomène, évidemment, qui a joué, c'est, je dirais, dans le milieu des cathos de gauche, le refus du signe et de l'identité. Et le refus du signe et de l'identité, on peut le dire de manière positive, c'est la volonté de participer au fond à la société et de se fondre dans l'évolution générale de la société. Alors, bon, ce refus du signe et de l'identité, il explique aussi une difficulté de transmission. Par définition, si vous êtes dans une attitude qui met la question de l'identité au centre, la question de la transmission sera beaucoup plus forte, y compris dans les familles. Donc, les familles cathos de droite transmettent beaucoup mieux le catholicisme de droite que les familles cathos de gauche, parce que les familles cathos de gauche ne placent pas cette question d'identité au premier plan. Et c'est aussi pour toute une génération une surprise et une souffrance de s'apercevoir que ce qui a été transmis, pour des gens qui étaient des cathos de gauche engagés en tant que catholiques, c'était les valeurs de gauche, mais c'était plus les valeurs de foi. Et ça, ce phénomène-là, évidemment, a conduit à un affaiblissement de ce courant de pensée. Mais c'est aussi donc une forme d'épuisement, mais qui est aussi une forme de réussite, puisque cette participation, elle a consisté à une grande contribution à cette transformation de la société. Les figures politiques, syndicales, le monde agricole, le syndicalisme agricole, qui aujourd'hui est arrivé à ce point de crise et d'épuisement, il a été porté par des chrétiens. Donc ce christianisme-là, qui a très bien réussi dans la transformation de la société, qui a très bien réussi dans l'engagement, qui n'a pas du tout réussi dans la transmission, c'est finalement dissous dans l'évolution générale, dans le mouvement général de la sécularisation de la société, mais il s'est dissous en y laissant sa trace. On est quand même aujourd'hui profondément marqué par cette histoire-là et par ces mouvements-là. Autour de ma conversation avec Cécile Duflot, je me suis aperçu qu'un des points, donc je parlais de sexualité, je me suis aperçu que un des points vraiment de rupture était la sexualité, quand elle m'a expliqué que c'était autour du discours des discours de Jean-Paul II, l'insistance sur l'avortement, qu'elle avait pris ses distances et qu'elle s'était plus reconnue dans l'Église. Évidemment, à partir d'une expérience générationnelle, on est à peu près dans une génération, moi j'allais tirer des conclusions complètement différentes, parce que ce n'était pas le Jean-Paul II que j'avais en tête. Pour moi, c'était le Jean-Paul II du dialogue interreligieux, c'était le Jean-Paul II du courage, de la résistance d'abord au communisme, puis au libéralisme. On l'a un petit peu oublié après la chute du communisme, mais on voit cette rupture. Et à cette rupture sur la question de la sexualité correspond à une insistance qui a énormément valorisé les catholiques de droite, une insistance effectivement à l'époque de Jean-Paul II sur ces sujets-là, au point qu'elles sont devenues des questions cardinales. Alors on peut dire parfois un petit peu obsessionnelles, en tout cas elles sont devenues des marqueurs intellectuels, politiques, peut-être idéologiques, d'où l'émergence de cette notion effectivement de point non négociable qui est quelque chose qui est devenu tendanciellement dogmatique dans le catholicisme, jusqu'à ce moment où il y a un grand choc, puisque le pape François dit en fait c'est pas le sujet, ou ce n'est plus le sujet, ou ce n'est plus la priorité. Et quand il dit c'est plus le sujet, c'est plus la priorité, il ne dit pas qu'il a changé la doctrine sur l'avortement, il ne dit pas qu'il a changé la doctrine sur l'ensemble des sujets qui sont liés à la sexualité, il dit juste qu'il ne les met plus au premier rang de ses préoccupations. Et donc c'est un sentiment de surprise, de désarroi aussi, je pense, aujourd'hui pour un certain nombre de catholiques qui en avaient fait le point cardinal. Alors, je voudrais quand même aborder un sujet la crise du christianisme, vous la connaissez. Moi, je voudrais m'intéresser aussi à la question de la crise de la gauche, parce que s'il y a plus de... si ce mouvement des chrétiens de gauche est affaibli, en fait, c'est la gauche elle-même qui est affaiblie culturellement,
dans ses valeurs fondamentales. Alors je voudrais en citer quelques-unes, mais bon, ça nécessiterait d'être développé de manière plus précise. J'ai relevé six notions importantes pour la gauche, qui sont des notions qui sont aujourd'hui complètement en crise. La première, c'est l'universalisme. Et tu as fait allusion à la question de la décolonisation. On voit bien que depuis cette époque-là, l'universalisme qui porte la gauche, et je faisais allusion à la Révolution française, cette notion d'universalisme, elle est de plus en plus difficilement portée par la gauche. Elle a évolué, alors je le dis à très grandes enjambées, on pourra en discuter, elle a évolué vers le multiculturalisme, ce qui n'est plus du tout la même chose que l'universalisme. À mon sens, le multiculturalisme est un enterrement de première classe pour l'universalisme. On est complètement passé dans autre chose. Et aujourd'hui, on voit que ce modèle multiculturel, qui a été quand même le modèle dominant à gauche, alors selon les pays, c'est évidemment très différent, mais on voit bien que c'était quand même le modèle qui a été prôné. Il est lui-même complètement en crise. Je n'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus, parce que ça, on le constate tous les jours. Et comme ce modèle multiculturaliste est en crise, eh bien, on se rassure en activant un modèle laïciste. Et du coup, en réactivant tout cet imaginaire dont je parlais en commençant, qui est un imaginaire anti-religieux. Et ce modèle laïciste est évidemment quelque chose qui place les chrétiens, qui met les chrétiens extrêmement mal à l'aise, étant pour la plupart attachés à la laïcité. Ils ne sont pas dupes de cette évolution du respect de la laïcité en idéologie laïciste. Je vais très rapidement au deuxième point, qui me paraît alors là vraiment fondamental et qui a provoqué, on peut dire, une vraie crise et un vrai dilemme pour un certain nombre de chrétiens de gauche, c'est l'évolution, le fait d'abandonner le social pour privilégier le sociétal. Alors si on est sévère, on peut dire que c'est l'oubli du peuple, ce qui est quand même un petit peu embêtant pour la gauche. En tout cas, c'est l'idée défendue, vous savez, par Terra Nova, c'est que les catégories populaires, c'est fini, c'est plus un sujet intéressant, et donc on va s'intéresser à un certain nombre de revendications catégorielles, et on va privilégier, le social étant un terrain sur lequel on ne peut plus faire grand-chose, on va privilégier les réformes sociétales. Évidemment, ce qui est emblématique de ça, c'est le débat sur le mariage pour tous. Moi, j'étais dès le départ persuadé que ça ne pouvait conduire qu'à un échec de la gauche. Je crois que c'est le premier édito que j'ai fait quand François Hollande a été élu. Je dis soit c'est ce modèle-là, qui est le modèle Zapatero en Espagne, où Zapatero a essayé de faire ça, a conduit en fait directement à l'échec. Troisième crise de la gauche, c'est la difficulté aujourd'hui de défendre ce discours social autrement qu'en termes d'avantages acquis à préserver. Et dans un contexte des 30 Glorieuses où finalement la croissance infinie permettait de financer le progrès social de manière qu'on croyait infinie, tout allait bien. À partir du moment où on n'est plus dans cette situation-là et où donc des questions d'arbitrage commencent à se poser, défendre les avantages acquis, c'est en fait défendre ce que les Anglais appellent insiders, c'est-à-dire ceux qui sont dans le système, aux dépens de ceux qui sont en dehors du système et qu'on appelle les exclus. Et là, il y a de nouveau une crise pour la gauche, il y a de nouveau le risque de l'oubli du peuple. Et on voit bien que ça, c'est sous-jacent dans les débats aussi sur la réforme du travail, c'est-à-dire, et sur beaucoup de sujets, ça apparaît assez rapidement. Est-ce que la gauche est là pour défendre des acquis sociaux qui sont en fait qui sont présentés par la droite comme finalement des privilèges, l'ironie de l'histoire, et qui tendent à devenir en tout cas
oui, une forme de privilège qui tend à devenir ce que possèdent des gens qui craignent de tout perdre, la grande peur du déclassement des classes moyennes, par opposition à ceux qui n'ont déjà plus rien depuis parfois plusieurs générations. Le quatrième élément de crise de la gauche qui me paraît aussi absolument évident, alors là, c'est un sujet en soi, c'est l'épuisement de la notion de progrès. Et là, ça me paraît complètement impensé par la gauche. Je vois que je ne rencontre jamais dans les conversations que je peux avoir avec des responsables politiques le moindre commencement d'interrogation sur cette notion. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Est-ce que le progressisme que la gauche a défendu est encore quelque chose qui va améliorer la condition des hommes? Est-ce qu'il ne va pas finalement conduire est-ce qu'il n'est pas une fuite en avant? Est-ce qu'il ne va pas conduire à un épuisement? Ces questions-là sont très très difficiles parce que c'est vraiment le moteur, en fait, cette idée d'être le camp du progrès. Du coup, une grande difficulté pour la gauche de s'interroger sur les questions politiques. Est-ce que ce qui est possible sur le plan technique est pour autant souhaitable? Est-ce que si on favorise le progrès technique, on ne conduit pas l'outil finalement à prendre le pouvoir et donc on ne dépossède pas l'homme? Alors, je sais bien que des penseurs chrétiens l'avaient vu, évidemment, c'est le cas de Ellul, c'est le cas de Illich, mais ils étaient marginaux au sein de la gauche, ils étaient marginaux au sein du christianisme. Ils l'avaient vu dès les années 70, mais ils n'ont pas, ils sont restés marginaux, même si aujourd'hui on les redécouvre. Et puis, un autre point, un cinquième point dans cette crise de la gauche, c'est la crise de l'État, l'impuissance de l'État. Au fond, on a un État qui est devenu obèse, puisqu'on a des prélèvements obligatoires qui ont atteint un niveau qui devient insupportable. Donc, comment continuer à tenir un discours sur l'État alors que l'État est obèse et que par ailleurs, et c'est le paradoxe, il y a un énorme sentiment de frustration, puisque l'État étant extrêmement endetté, la principale dépense de l'État étant le service de la dette, le paradoxe c'est que cet État obèse n'a pas d'argent. Et le sentiment aussi d'une impuissance de cet État, vous savez, c'est le fameux discours, on a tout essayé contre le chômage, et c'est aussi le sentiment de certaine impuissance face à des phénomènes transnationaux qui sont plus puissants que les États. Et là, la gauche est très, très en difficulté parce que on croit dans le discours de gauche est un discours qui croit dans l'État. L'État était de ce côté-là, le caractère régulateur, la puissance publique. Or, sur le plan financier, la fameuse phrase « mon adversaire c'est la finance », on l'a tous entendu, on a vu la suite. La question du poids des multinationales comparé au poids des États, qui a vraiment le pouvoir aujourd'hui, et la simple question, qui n'est pas une question si simple, qui est celle des inégalités salariales. J'ai regardé aux États-Unis à quel moment les inégalités salariales avaient vraiment considérablement cru. C'est sous les 2 mandats de Bill Clinton. Et c'est pas sous les années Reagan. Donc à partir des années Bill Clinton, les inégalités salariales sont devenues de plus en plus fortes aux États-Unis. Vous vous souvenez de sa couleur politique. Et le dernier point, je crois que c'est le point auquel les chrétiens pensent peut-être le plus souvent, c'est le désarroi de l'individu par rapport à la question, par rapport à une gauche qui, je dirais, a toujours parlé émancipation,
mais quelle est la forme suprême de l'émancipation? Est-ce que c'est le suicide assisté? C'est évidemment une question délicate. Voilà. Alors, pour autant, cette crise de la gauche n'empêche pas que des questions lourdes demeurent, et je ne pense pas qu'on puisse les évacuer. Je dirais que, d'ailleurs, tu l'as rappelé électoralement, le christianisme, les catholiques de gauche n'ont pas disparu. Ils sont minoritaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Donc, on le voit en termes électoraux, même si très probablement dans les jeunes générations, le déséquilibre est encore plus fort. Je ne parle que des catholiques pratiquants, parce que j'ai tendance à considérer, peut-être que je vais vous choquer, que les catholiques non pratiquants ne sont plus une catégorie significative, tout simplement parce que les catholiques pratiquants ne se distinguent plus de façon tout à fait anecdotique de l'ensemble des Français. Et donc quand on regarde les catholiques pratiquants, on voit effectivement un très gros déséquilibre. Il est encore plus fort chez les jeunes, mais on a vu quand même au moment des débats sur le mariage pour tous qu'il y avait quand même à peu près un tiers des catholiques pratiquants, c'est bien un tiers, qui était favorable à cette loi. Par ailleurs, je dirais que les questions sociales demeurent, il ne faut quand même pas faire comme si elles n'existaient plus. J'en citerai trois pour être rapide. La question de la pauvreté. Il me semble qu'on ne peut pas faire comme si cette question avait disparu dans notre société. Enfin, il suffit de se promener dans la rue pour voir que la question de la pauvreté devient une question de plus en plus importante redevient une question importante dans notre société. J'ai évoqué la question des inégalités, même si j'ai constaté l'impuissance de la gauche. J'ai parlé de Bill Clinton, mais j'aurais pu parler évidemment des deux mandats de François Mitterrand qui ont été des époques de grande croissance des inégalités. Et puis, troisième point que j'aborde très très rapidement, la question des fragilités, je dirais de manière plus large, qui sont liées aux pauvretés, aux inégalités. Donc ces questions sont des questions lourdes, et moi je suis assez indigné si on me dit qu'elles n'existent plus, parce que il est absolument évident qu'elles existent au contraire de manière beaucoup plus forte. Par ailleurs, je dirais que le procès en illégitimité qui est fait aujourd'hui, parfois, qu'on entend parfois, à ce christianisme social, à ces cathos de gauche, me paraît parfois à la limite du supportable, voire insupportable. Je prends un exemple très concret, la nomination d'Alain Christnart comme responsable de la commission qui va conseiller les évêques pour la lutte contre les problèmes de pédophilie. Le fait qu'il ait été directeur de cabinet de Christiane Taubira, après le mariage pour tous, vous savez qu'elle a eu un nombre incalculable de directeurs de cabinet, il était son 4e. Le fait qu'il soit un catho de gauche et qu'il soit membre de la fondation Terra Nova, je ne suis pas du tout d'accord avec Terra Nova, mais je trouve que le procès en illégitimité des cathos de gauche est vraiment souvent insupportable. Et si j'étais un petit peu taquin, je dirais, je ne suis pas sûr que la droite soit bien catholique. Quand on regarde les difficultés, d'ailleurs, même y compris des mouvements comme Sens commun, dont tu as parlé au sein des Républicains, leurs difficultés pour être entendues, je doute fort que la situation des catholiques au sein de la droite soit en réalité beaucoup plus favorable. Je terminerai par une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps et qui explique que ma réticence aussi par rapport au sujet cathos de gauche et que sont devenus les cathos de gauche, c'est que ce que je crois profondément, c'est qu'apparaissent quand même de nouveaux clivages, et on est dans une situation dans laquelle on n'y voit pas très clair, parce que ces nouveaux clivages sont en train de se mettre en place. Au sein du christianisme, je crois que voir la question du christianisme en opposition entre les catholiques de gauche et les catholiques de droite me semble quand même complètement dépassée. En revanche, je sens monter une question que je formule avec mes propres termes, qui ne sont pas ceux qui sont employés habituellement. Je dirais qu'il y a un clivage entre un christianisme identitaire et un christianisme attestataire.
le christianisme identitaire qui consiste à dire que ce qui est premier, c'est l'identité catholique. Alors, dans ces signes les plus évidents, dans son rapport aussi à la symbolique, à l'histoire, ce sont des choses qui ne me paraissent pas nécessairement négatives, mais je dirais que l'identitarisme, pour moi, me semble aussi un danger, voire peut tourner à une forme de trahison par rapport au message de l'Évangile. Moi, je penche du côté du christianisme attestataire, c'est-à-dire un christianisme qui quand même essaie de se ressourcer dans les questions de foi et qui met les questions politiques, malgré tout, au second plan par rapport aux questions de foi. Quand je dis que les questions politiques passent au second plan, ça ne veut pas dire que les questions politiques sont dépourvues d'intérêt, ça veut dire que simplement le christianisme n'est pas une affaire politique, le christianisme n'est pas une idéologie, et le christianisme n'est pas n'est pas un folklore, le christianisme n'est pas une identité dont on s'empare pour exister dans une société qui fait peur. Moi, je milite davantage pour un christianisme attestataire. Je ne développe pas davantage. Le deuxième point que je vois arriver beaucoup, c'est un débat entre, d'un côté, l'individualisme qui reste la valeur dominante de la société et tous ceux qui recherchent du commun. On voit d'ailleurs un certain nombre de livres qui commencent à apparaître sur cette question du commun. Est-ce que l'individu est son propre maître? Est-ce que l'individu fait sa propre loi? Est-ce que les demandes individuelles doivent faire la norme dans la société, ou est-ce qu'il y a des valeurs communes qui sont davantage à prendre en considération? Moi, je penche du côté du commun. C'est là que ton axe, effectivement, la question libertaire est posée. Je pense que ce mouvement de la gauche libertaire est arrivé à son terme et à son épuisement, et même à un triomphe qui a quelque chose de tragique, puisqu'il a conduit au triomphe absolu du marché que cette gauche prétendait combattre. Quel est le commun? Et on voit dans la crise d'identité de notre société, c'est quoi le commun? Est-ce que c'est un commun universel? Je dis crise de l'universalisme. Est-ce que ce commun est un commun national? On voit bien réapparaître cette question qui avait été évacuée. Est-ce que ce commun est de l'ordre simplement du contrat? C'est l'idéologie qui est derrière le mariage pour tous. Hein. Tout est question de contrat, finalement. Donc, si on se met d'accord, il n'y a pas de problème. Ou est-ce qu'il est du côté du concret, un pays, une langue, une religion, une communauté? On sent qu'il y a beaucoup de tiraillements, et là je ne vais pas épiloguer, parce qu'en fait, je veux juste dire qu'on sent bien que c'est compliqué, que c'est en train de se recomposer. Et là-dessus, les clivages gauche-droite ne me semblent pas tellement opérés, parce que la gauche est très divisée sur ces questions, et la droite est très divisée sur ces questions. Elle est très divisée sur la question de la nation, elle est très divisée sur la question du contrat, très divisée sur le commun. En fait, tout le monde toutes les familles politiques sont très partagées sur ces questions, et elles sont partagées sur une troisième question qui est liée d'ailleurs aux deux précédentes et qui me semble monter beaucoup, qui est celle de la question de l'autorité, de toutes les formes de demande de protection qu'on entend monter dans la société, question des frontières, question de l'autorité de l'État, question de la protection, question de l'ordre, question des limites, pour revenir aussi sur la revue limite, question de l'autolimitation. Toutes ces questions fondamentales sont des questions qui se posent aujourd'hui en termes très différents et qui ne permettent pas d'être pensées, qui ne peuvent pas être pensées à partir des clivages classiques entre la gauche et la droite. Et je termine, pour finir vraiment, je terminerai par les convergences qui me semblent intéressantes aujourd'hui. Une petite anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans les Corbières, en vacances, et je me suis arrêté dans une petite abbaye cistercienne qui est l'abbaye de Rionette. Très jolie d'ailleurs, ça a été une toute petite communauté. Pour la situer très rapidement sur un axe catholico-catholique, ces religieuses prient en latin.
et elles ne sont pas abonnées à la vie. Voilà, pour les situer très rapidement. Et j'ai longuement discuté avec elles, et elles ont trouvé une activité économique, elles font des huiles essentielles. Elles sont situées dans ce pays de Corbière, donc des herbes, des parfums, et elles sont converties à une production en fait bio. Et où vont-elles vendre leurs produits? Sur les marchés bio de la région. Et la supérieure de cette communauté me raconte son enthousiasme pour ses contacts avec ces milieux écologistes, et finalement sa surprise de s'apercevoir que c'est un point de rencontre pour elles, que cette conversion écologique qu'elles font les met en phase avec un certain nombre de personnes qui viennent d'horizons culturels très différents, et qui sont en demande de sens, sont en demande spirituelle, et finalement sont plus proches que les uns et les autres ne l'imaginaient du christianisme. Donc voilà mes sœurs qui chantent en latin et qui sont devenues écolos. C'est anecdotique, mais pas tant que ça, parce que c'est un constat que j'ai pu faire aux Assises chrétiennes de l'écologie qu'on a co-organisé l'été dernier, où on voit que sur cette question de l'écologie convergent un certain nombre de chrétiens qui viennent de milieux qui sont parfois très, très, très éloignés. Et c'est à la fois marginal, et finalement, à force de rencontrer des petits groupes marginaux sur ce sujet, je suis arrivé à la conclusion que ça devenait significatif. Il est évident que l'encyclique du pape François a donné à cette question un élan nouveau, aussi bien dans les milieux qui ne sont pas chrétiens, qui s'aperçoivent que le christianisme est porteur d'une parole que les politiques n'arrivent plus toujours à porter, donc, et qui lisent cette encyclique avec beaucoup d'intérêt, qu'au sein des chrétiens qui reçoivent cette encyclique, et finalement cette encyclique étant elle-même le résultat d'une mise en mouvement des chrétiens. Donc une convergence qui me paraît extrêmement forte, une convergence aussi dans la résistance à la marchandisation, les débats qui commencent à poindre sur le transhumanisme, la résistance des chrétiens à ce qu'on pourrait appeler, à ce que certains appellent le toboggan eugéniste, c'est-à-dire finalement ce mouvement qu'on n'arrive plus à arrêter et qui consiste à fabriquer les enfants et à fabriquer les êtres humains, la question de la fin du travail aussi, qui sont liées à ce progrès technique. Toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles convergent aujourd'hui des chrétiens, venant parfois de milieux qui au départ n'étaient pas des milieux de gauche, et des non-chrétiens. Et il y a un certain bouillonnement qui, moi, m'intéresse beaucoup et que je regarde avec beaucoup de bienveillance. Certains ont pu faire la comparaison entre le mouvement des veilleurs et celui de Nuit debout, et ceux qui l'ont fait étaient aussi pour certains, d'anciens responsables des veilleurs. Je trouve ça également extrêmement intéressant. J'ai rencontré pas mal j'ai été surpris au départ de voir cette forme de convergence. Alors, il faudrait savoir ce que c'est que le mouvement Nuit debout, qui recouvre probablement des réalités très très variées depuis, je dirais, le gauchisme assez ancien finalement, à des formes de recherche nouvelles, mais on voit bien que il y a des formes de rencontres, et au-delà de cette expérience de Nuit debout, des veilleurs, moi je parlais de ces religieuses, finalement je me dis qu'il y a beaucoup de petites communautés atypiques, utopiques, contre-culturelles qui se forment et qui sont aussi les laboratoires d'un christianisme qui ne sera plus celui des cathos de gauche, mais qui reprendra des valeurs qui en fait ont été des valeurs fondamentales pour les cathos de gauche, donc autour du social, autour d'une résistance à la marchandisation, autour d'une résistance demain au transhumanisme, autour d'une résistance culturelle au fond, et d'une volonté de se réapproprier quelque chose qui soit pour le coup un humanisme de nouveau sincère. Voilà. Merci de votre attention.
Voilà, donc maintenant que plus personne ne croit au catho de gauche, on va laisser la parole à Philippe Deroux. Bonjour, bonsoir. Donc effectivement, je trouve qu'on vit une période totalement passionnante où les choses sont en train d'évoluer énormément. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Le magazine La Vie, c'est la tribune des poissons roses. Donc nous, on est vraiment complètement en phase, donc il n'y a rien à ajouter là-dessus. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on le met en action actuellement. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Puisqu'effectivement, tout n'est pas politique, mais en même temps, il faut arrêter de regarder passer les trains, quoi. Il y a un moment où finalement la question qui se pose, comment accéder à des leviers d'autorité dans l'action politique qui nous permettent de pouvoir finalement traiter des questions de justice, d'émancipation, de progrès, et comment on fait pour que non seulement on parle à l'oreille des gens qui sont à ces leviers d'autorité, mais que aussi on y accède. C'est une question qu'on se pose, voilà, avec les poissons roses. Donc moi je m'appelle Philippe Deroux, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur, ce qu'on appelle entrepreneur social, c'est-à-dire que je travaille à la fois dans la question économique et la question d'avoir un impact social. Mon métier, c'est de mettre de l'eau dans les bidonvilles urbains. Je travaille aux Philippines, au Bangladesh, en Côte d'Ivoire, mais on nous demande de travailler en France, ce qui est un signe, justement, que la question de la pauvreté est une vraie question. Et j'ai travaillé avant plusieurs années dans la plomberie et puis le microcrédit. Donc voilà, mon expérience est au carrefour de toutes ces choses-là. Les poissons roses, c'est né en 2010, un an avant l'élection de François Hollande. C'est un objet assez glissant. C'est un objet non identifié, dans lequel on a du mal d'ailleurs à nous mettre dans des cases. C'est assez difficile. Alors, on est des poissons, on est rose. Poisson, c'est un symbole multiple. D'abord, on évite, quand on est des poissons, d'être une grosse baleine qui s'échoue sur le rivage. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, les organisations baleinières, comme les gros partis actuellement, finalement, sont complètement en train de s'effondrer dans un monde hyper complexe qui nécessite beaucoup plus de subsidiarité, beaucoup plus de responsabilité au niveau de la communauté de base, on dirait. Deuxièmement, on est des poissons parce que, poisson rose, on avait l'idée de se dire que la politique est une chose trop sérieuse pour qu'on se prenne au sérieux. Et enfin, on est assez glissant, donc c'est vrai que nos adversaires souvent se disent, tiens, c'est marrant, vous avez des positions effectivement dans le graphe, très conservatrices, soi-disant, sur les questions sociétales, et puis pourtant vous êtes très sur la question de la régulation, sur les questions économiques, mais qui êtes-vous, qui êtes-vous? Et rose, pourquoi? Parce qu'on sait, voilà, les clivages sont extrêmement mouvants, mais en même temps c'était présomptueux dans l'action politique, c'est important de ne pas prendre ses désirs pour des réalités, et de travailler là où sont les gens et de se tenir au milieu d'eux, quoi. Finalement, la gauche est devenue une périphérie de la vie politique. Et donc, nous sommes des personnalistes, et donc on pense qu'il est important de parler à des personnes, et d'aller voir les personnes les yeux dans les yeux. Et il y a 15 jours, nous avons vu Jean-Christophe Cambadélis. Nous avons passé 1h30 avec lui à rue de Solferino. Nous lui avons vendu notre bouquin, qui s'appelle À contre-courant, et on a dit, Jean-Christophe, bonjour, voilà, nous sommes les poissons roses, nous sommes cistes, nous sommes tous très impliqués dans la vie, dans la justice sociale. Je regarde Alexis Davito, qui est un poisson rose canal historique ici à Lyon, qui est au Génépi, d'autres travaillent dans le syndicalisme, d'autres travaillent avec les personnes handicapées, etc. Tous très impliqués. Et on vient vous dire que, voilà, on est des poissons roses, on nage à contre-courant, et on a un projet qui est assez ambitieux, qui s'appelle Guérir la gauche. Donc quand on a dit ça à Jean-Christophe, il a dit tout de suite, voyons, vous y allez fort. Et en même temps, c'était intéressant parce qu'il avait un regard, alors bon, c'est Jean-Christophe Cambadélis, il sait ce que c'est qu'un mouvement social, il sait ce que c'est que, voilà, les questions d'entrisme, etc. Donc il nous a était intéressé, émoustillé quand même par ce qu'on pouvait dire. Et en fait, notre message, il était assez simple. Sur la question de rose, pourquoi on est rose, finalement, on lui a dit, pour nous, vous savez, en fait, c'est assez simple. L'ADN de la gauche, c'est la justice sociale. C'est la question de la justice sociale. Ça veut pas dire que la droite, il y a des gens qui sont des gens injustes, c'est pas la question, mais l'ADN principal, c'est la question de la justice sociale. Or, la justice sociale, elle doit se vivre dans tous les champs d'existence. C'est à la fois l'ouvrière textile au Bangladesh, un sujet que je connais bien, parce que je travaille beaucoup au Bangladesh, c'est à la fois une personne en situation de précarité en France tentée par le vote Le Pen, parce qu'il se sent qu'il n'y a plus d'État dans son village, et à qui on va mettre une bombe en disant c'est nauséabond, vous voyez, ça pose un problème. Ou c'est à la fois la personne handicapée qui ne trouve pas de travail, c'est à la fois l'enfant trisomique à naître, dont les statistiques nous disent que 96% sont avortés. Alors là, tout de suite, on voit Jean-Christophe qui fait un petit mouvement en arrière, mais quand même, on lui dit ça fait partie de la question de la justice sociale. C'est à la fois la personne en fin de vie dans un hôpital sous pression financière, dont on nous dira que l'injection létale, c'est l'ultime liberté.
Et ça, on lui dit, c'est Jean-Christophe, c'est un vrai problème. Derrière, il y a un problème de sous, il y a un problème de vieillissement de la population, il y a un problème de pression sociale, et on ne nous fera pas croire que c'est une ultime liberté, en particulier pour la personne en situation de précarité dans un hôpital sous pression financière dont on voudra que le lit soit libéré un peu plus vite. Vous voyez? Donc c'est des questions concrètes. Et on s'est aperçu que sur certaines questions, on est plutôt des gars gentils, plutôt impliqués dans la vie de la justice sociale, nous, dans notre propre vie, quoi. Et ça fait longtemps qu'on bosse là-dedans. Je ne parle pas que de moi, encore une fois, et je suis sûr que dans la salle, vous êtes plein dans le même cas. Comment se fait-il que sur certaines questions, on est d'accord, sur la question du devoir de vigilance des entreprises au Bangladesh, etc., on travaille là-dessus, sur la question du TAFTA, vous en avez parlé hier avec Mathilde Dupré, comment se fait-il que sur d'autres questions, tout à coup, il y a comme une huître qui se ferme, quoi, en disant, oulala, réactionnaire, nauséabond, les pires heures, les heures les plus sombres, enfin voilà, vous connaissez tout ça par cœur. Bon. Et alors du coup, on lui dit, écoutez, Jean-Christophe, c'est quand même étrange, c'est quand même des questions de justice. Bon. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est aperçu que, Jean-Pierre Denis en parlait, deuxième question essentielle de la gauche, c'est la question de l'émancipation. Et de quoi faut-il s'émanciper? La question de l'émancipation qui va chercher loin, c'est pas la gauche qui l'a inventé, mais encore une fois, c'est une question essentielle des rapports de domination, des rapports qui font que le vulnérable, en gros, est toujours mis de côté, quoi, est repoussé loin. La question de l'émancipation, c'est de pouvoir aller au bout de ses possibilités, de son capacité d'agir, et bien finalement, que cette notion d'émancipation, a bugué. Elle a bugué à gauche parce qu'elle a été finalement corrompue par une vision ultra-individualiste de la personne, de l'individu. Et on s'est aperçu que l'émancipation s'est confondue avec une absolutisation du désir individuel. Et ça s'est confondu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, c'est ce qu'on a écrit dans une excellente revue qui s'appelle Boussole, que je vous recommande, en plus de la revue Limite, qui est aussi elle-même excellente. On s'aperçoit que, finalement, à gauche, il faut d'abord s'émanciper d'une fausse vision de l'émancipation. Et que, bien sûr, qu'il faut garder cette question-là, elle est toujours cruciale. Il y a des rapports de force, il y a des multinationales qui s'enfuient, qui font pression, etc. Il y a tout un tas de rapports de force qui font que les plus vulnérables, d'ailleurs, et particulièrement maintenant, sont repoussés. Dans des ghettos, dans les villes, la mixité, tout ça, on repousse. Ce qui est faible, ce qui est différent, on le repousse. Et nous, on est là à dire, non, c'est mon boulot d'ailleurs sur la question de l'eau, c'est de dire, non, le bidonville, il est au cœur de la ville, mais nous, on va l'inclure, on va lui mettre de l'eau. C'est extrêmement inclusif, vous voyez ce que je veux dire? Et on ne va pas le raser et le mettre à 40 km. Parce que le gars du bidonville, ce qu'il veut, c'est être pas loin aussi des hôpitaux, des écoles, des universités, etc. Puis en plus, on s'aperçoit qu'il est plus près pour rendre service aux gens les plus riches, quoi. Et donc, tout ce mouvement-là, il est extrêmement important, il est fort, il est au moins aussi fort que ce qui était il y a 30 ans, je dirais, parce qu'il y a eu une puissante liquéfaction. Et donc, c'est ce qui permet de repenser de manière cohérente la notion du progrès. Et c'est là où je rejoins ce que disait Jean-Pierre Denis, il y a deux visions pour nous qui s'opposent, et le clivage, il est là. C'est un jeu de mots entre, finalement, est-ce que nous sommes des individus ou des personnes? Nous, nos fondements, Poisson Rose, mais je pense que beaucoup le partagent. Vous avez parlé de Marc Sangnier, vous avez parlé d'Emmanuel Mounier, de Paul Ricoeur, de Lévinas, d'Anna Arendt, tout ça, c'est des gens qui nous fondent. Et on sait que Simone Veil, bien sûr, donc ça, c'est des gens qui fondent aussi nos camarades Altercato qui nous reçoivent aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a l'air que d'un jeu de mots. En réalité, le clivage est extrêmement profond. Suis-je un individu, maître de ma vie, de ma mort, de mon corps, dans une liberté déconnectée et solitaire? Une particule élémentaire décrite parfaitement par Houellebecq, dans les particules élémentaires, qui est pour nous un prophète de notre temps, mais sauf que ces solutions sont un peu stressantes. Où sommes-nous des personnes reliées? Et comme on dit dans notre bouquin, voilà, nous sommes reliés, donc je suis. Et le lien, évidemment, ça va chercher loin. Et d'ailleurs, ce lien qui nous relie à l'autre, nous relie aussi parfois à une transcendance. C'est quelque chose qu'on peut aussi accepter. On le dit d'ailleurs clairement. Pourtant, il est aussi très important de savoir que dans notre mouvement Les Poissons Roses, nous parlons uniquement de politique et pas de religion, qui ne nous empêche pas de parler de laïcité, etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que la notion de progrès social est aussi à revoir, et on le définit finalement assez simplement. Une fois qu'on a choisi, fait son choix, on s'aperçoit que être dans une vision individualiste, être dans une vision de la personne et non personnaliste, finalement engage les choix politiques, les choix de vie de manière extrêmement différente. C'est pas tout pareil. Et effectivement, ça transcende un peu les clivages. Mais en même temps,
ben voilà, on ne peut pas dire que tout de suite, il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de LR, etc. Parce que l'autre question qu'on se pose, c'est comment accéder au levier de l'autorité. Pas au pouvoir. Le pouvoir, c'est différent. Levier d'autorité, je trouve que le mot est très important. Et il y a une différence, on peut en parler, théologique aussi là-dessus. Bon, et du coup, toute la question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Comment on avance ça? On est minoritaire, c'est pas grave. Je crois qu'on l'a toujours été, c'est pas grave. Il faut savoir faire un peu de judo, c'est-à-dire s'appuyer sur la force de l'adversaire pour parfois les faire tomber. Par exemple, retournant les mots. Les mots parité, les mots discrimination, ce sont des mots de la gauche pour pouvoir leur redonner du sens. Et donc, un progrès est possible, et il y a un champ dans lequel le progrès est possible, d'ailleurs dans l'économie, il l'a bien compris, c'est la question du lien, justement. C'est que la possibilité du lien est infinie. Et donc, le progrès est possible, et c'est quoi le progrès? C'est ce qui contribue à rapprocher nos concitoyens, notre génération, qui contribue à tisser du lien de plus en plus profond. Contrairement à justement... Pardon? Il reste 2 minutes. 2 minutes, c'est très bien, j'y suis prêt. C'était pour conclure sur cette question de progrès, justement. Et donc, ce que je veux dire, c'est ce que disait Jean-Pierre Denis, c'est que la question, justement, du progrès est une question extrêmement, finalement, qui n'est pas si complexe à partir du moment où on a resitué ce qui motive, finalement, une personne à se lever le matin. Ce qu'on appelle la question anthropologique, qui, effectivement, que disait Vincent, qui tout de suite vous met dans la case réactionnaire. En fait, la question de savoir qu'est-ce qui donne envie à une personne de se lever le matin, est-ce que c'est forcément consommer plus, avoir plus, etc. On a répondu à cette question, mais c'est vrai que la puissance de cette pensée-là, sous un masque de fausse liberté, est forte, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est de remettre un sens à cette question de progrès. Et c'est ce qu'on a dit à notre cher ami Jean-Christophe, il était un peu abasourdi, on lui a dit ce que ça vous fait peur. Il a dit, vous savez, j'en ai vu d'autres, j'ai plus peur. Mais c'était quand même intéressant de voir sa réaction, puis de dire, ben voilà, maintenant on a un message qui est fort, ben qu'est-ce qu'on fait? Là, il n'a pas encore répondu. Mais en même temps, c'est vrai que les partis sont en crise, et que ce soit à gauche, à droite, en crise d'autorité, etc. Donc, est-ce que c'est le meilleur vecteur? Est-ce que c'est quelque chose qui va bouger? Ben, il faut voir, il faut être là. Et donc, nous, l'idée, on est dans la formation, dans le fait de rencontrer les gens, et dans le fait de se poser des questions sur des laboratoires possibles au niveau des législatives, au niveau des, par exemple, des municipales, pour y aller, quoi. Voilà. Donc, on en est là. Merci beaucoup. Et je vous recommande la lecture à contre-courant. Nous l'avons donné au pape. Nous sommes allés voir le pape qui nous a reçus pendant 1h30, un événement magnifique. Et nous l'avons remercié de dire au monde de ne pas avoir peur d'aller à contre-courant. Donc on va passer au temps des questions. Voilà. Je vais laisser Louis siffler dans la salle en fonction de vos bras levés. Merci pour ces interventions. Il y a un point que j'ai été un petit peu surpris de ne pas entendre beaucoup évoquer ou juste effleurer par rapport à la question de la non-transmission du peu de descendance qu'ont les cathos de gauche. C'est la place du spirituel. C'est la place de la vie intérieure. Ça a été un petit peu évoqué par Jean-Pierre Denis qui parlait de faible transmission de la foi. Et quitte à susciter en direct live une brouille familiale, je voudrais bien être obligé de le dire, le catholicisme social tel que je l'ai vécu quand j'avais 15-17 ans, le spirituel, ben, il n'y en avait pas, quoi. Il n'y avait quasiment aucune place, par exemple pour la prière, c'était considéré comme une bonne excuse pour ne pas agir. On prie quand on veut rien faire. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais du coup, il y avait énormément d'engagement en faveur des plus pauvres, et ici au bout du monde, ça n'a aucun doute, un engagement d'une extrême générosité, voire un peu d'activisme par moment, mais c'était un peu aride, un peu culpabilisant, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est quelques-uns, peut-être qu'une demi-douzaine, mais à avoir rejeté une partie de ce modèle, justement à cause de ça, parce qu'il manquait cette dimension de nourrir cet engagement par la foi et par la vie intérieure. Et je me souviens que qu'une des premières choses que Benoît XVI avait mentionné, c'était justement l'importance de cette vie intérieure, la relation personnelle au Christ, direct dans le milieu du catholicisme social lyonnais, ce que j'entendais en tout cas des antennes que je pouvais y avoir, c'était « oulala, ça y est, on a touché un pape intégriste ». La question de la liturgie, on a parlé de ces célébrations qui ressemblaient un peu, qui étaient un peu politisées.
Même chose sur le diocèse de Lyon, ça a été jusqu'à la caricature, quoi. Quand aujourd'hui la plupart des prêtres portent le col romain, pour beaucoup c'est la preuve qu'ils sont des intégristes et qu'ils doivent pouvoir faire que des sermons d'extrême droite. Bon, bah, non, c'est pas le cas. Donc du coup, est-ce qu'on est complètement isolé ou est-ce que c'est une tendance, cette volonté d'avoir voulu donner plus de place à la vie intérieure, qui a donné l'impression de se détacher du catholicisme social, alors qu'en fait, il n'y a que cette partie, que cette aridité qu'on a rejetée. Voilà, on est quelques-uns à être un peu sur cette espèce de fil du rasoir. On aurait bien voulu garder, on veut bien garder le social, mais on voudrait y rajouter cette place plus importante de la foi, et ça suffit souvent à se faire traiter d'intégriste. D'abord, je ne rentrerai pas dans la sociologie lyonnaise, donc dans le débat de Lyonnais sur ce sujet, que je ne connais pas, donc je peux imaginer. Mais au fond, j'ai tendance quand même, si je réponds honnêtement, je dirais que je comprends très bien ce que vous dites et que vous mettez évidemment le doigt sur un vrai sujet. Alors après, quand on relit, je suis en train de lire le journal de Dom Helder Camara, qui était un évêque de Recife au Brésil, qui était un des grands évêques du catholicisme progressiste post-Vatican II, avec une grande proximité avec les pauvres. Moi, je vois pas du social, je vois du christianisme. Je vois du christianisme, et un christianisme qui n'a pas moins la foi que, au contraire, qui a une foi extrêmement profonde. Ce qui est vrai, ce qui est objectivement vrai, c'est qu'il y a une forme de sécularisation dans la mesure où ce qui avait été le moteur de l'engagement social, c'était bien la foi, c'était bien le christianisme, et que, pour plein de raisons qu'on n'a peut-être pas le temps d'aborder ce soir, ça a été souvent perdu de vue, c'est-à-dire que l'engagement social est resté, et ce qui le sous-tendait a disparu. C'est ce qu'on peut appeler la sécularisation, pour le dire de manière très rapide. Et moi, je dirais que je prendrais le problème en fait finalement dans l'autre sens, c'est-à-dire que je constate que les jeunes générations sont capables de tenir les deux bouts et ne font pas cette distinction qui a polarisé les débats dans les décennies qui ont suivi le Concile Vatican II. Et justement, moi j'ai fait le constat que ce sujet-là il est dépassé aujourd'hui. Et je trouve très bien qu'il soit dépassé. C'est-à-dire que le fait de devoir choisir entre prier ou agir me paraît une question qui aujourd'hui est complètement ridicule en fait. Ça n'a plus de sens de poser cette question. Et plus les catholiques sont jeunes, moins cette question a du sens. Et je ne crois pas. Moi, ce que je constate, c'est pas que les jeunes catholiques sont. Je pense que le mouvement de piété a été sans doute un mouvement de retour vers une forme de piété, a marqué peut-être les années Jean-Paul II. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est des jeunes catholiques qui sont enfin, je dirais, capables de retrouver ce que j'appelle. C'est pour ça que je parle de catholicisme sans étiquette. D'être simplement catholique, c'est-à-dire avec une dimension de foi qui est première, mais qui a des conséquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste se contenter d'aller à la messe. Et moi, ce mouvement-là me semble très enthousiasmant, très encourageant, et profondément caractéristique du catholicisme d'aujourd'hui. Le premier moment où je l'ai mesuré, et je l'ai mesuré de manière quantifiée, quand on a fait un sondage auprès des jeunes qui allaient au JMJ de Madrid. C'est ce que j'ai appelé la génération Catho+, après les résultats de ce sondage, Catho+, parce qu'elle voulait prendre tout dans le catholicisme, c'est-à-dire justement la dimension spirituelle, la dimension d'engagement, qu'elle était très en pointe sur les questions disons, pour le dire de manière très rapide, de défense de la vie, mais qu'elle était aussi très en pointe sur les questions sociales, qu'elle était. Alors à l'époque, il y a 5 ans, je crois, que j'ai dit de Madrid, la question écologique a été formulée, apparaissait moins, et on va le remesurer on va poser la question pour les JMJ en Pologne cet été. Et ça me semble très caractéristique et très encourageant. C'est Vincent, une réponse? Là, je ne vais pas être d'accord avec Jean-Pierre Denis. En gros, ce que vous venez de dénoncer est un discours, je
je vais être là un peu carré. C'est un discours qui idéologiquement est extrêmement marqué. C'est-à-dire que c'est le discours de la frange conservatrice de l'Église catholique qui accuse toute la génération d'Action catholique des années 60-70 d'avoir été responsable de la crise catholique qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle aurait abandonné la piété, elle se serait confondue dans l'engagement politique. Elle aurait d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Jean-Claude Denis, enterré son identité, et on a comme ça tout un discours extrêmement bien rodé qui légitime le retour d'un catholicisme conservateur, très bien incarné par un certain nombre d'évêques aujourd'hui en France. Seigneur Rey, Ketno, voilà, des figures qu'on peut vraiment bien identifier. Le problème, c'est que ces gens-là vont reconstruire un catholicisme de gauche qui n'est pas la réalité. Effectivement, on a des gens qui se sont perdus dans l'engagement et qui, par leur engagement, ont abandonné la foi. Mais ils sont loin d'être les seuls. Il y a eu dans ce catholicisme de gauche ouvert une vraie multitude de gens, une vraie multitude de comportements. Et il y a des gens qui ont vraiment, je travaille dessus en historien, assumé leur identité, leur foi, leur piété, alors sur des modes qui sont très différents et qui ont du mal à nous parler aujourd'hui, mais qui étaient vrais. Le principal mouvement aujourd'hui des héritiers de la gauche catholique, c'est la JOC. En France, la JOC, ça veut toujours dire jeunesse ouvrière chrétienne. En Belgique, ils se sont déconfessionnalisés, pas en France. Il y a toujours une vraie affirmation identitaire. Certes, une discrétion, mais l'enfouissement n'était pas caché sur l'identité. Pareil, la piété, on a parlé des révisions de vie, c'est une pratique fréquente, continue dans toute l'action catholique. On a une piété, on a encore des formes de prière, et à l'inverse, la prière comme excuse, ça fonctionne aussi encore dans certains milieux, où moi je me rappelle des camarades syndicalistes qui m'expliquaient qu'en réunion d'équipe, alors le pauvre était allé aux équipes Notre-Dame, je ne sais pas trop pourquoi, il avait exposé ses problèmes et la réponse a été bien, nous allons prier, il exposait ses problèmes de travail et la réponse a été nous allons prier pour toi. Oui, mais juste non, il fallait l'aider, l'accompagner, il y avait des démarches à faire, il fallait être dans l'engagement. Donc la prière fonctionne aussi encore comme ça. Donc le catholicisme est un monde extrêmement divers et il faut se méfier de ces discours tout faits qui disent les catholiques de gauche étaient comme ça, ils sont responsables de la crise, etc. Donc voilà, soyons plus dans la subtilité, même si je suis d'accord avec la conclusion de Jean-Pierre Denis, qui aujourd'hui, à une époque où les positions ont été surjouées par beaucoup, y compris par les acteurs eux-mêmes, les accusations ont été lancées sans correspondre toujours à la réalité. Aujourd'hui, les jeunes générations qui sont dans un catholicisme minoritaire où il y a quand même moins d'enjeux, où on est quand même dans un catholicisme où on est minoritaire, donc on essaie quand même de serrer les coudes. Alors oui, c'est compliqué avec ceux qui sont issus d'autres courants catholiques, mais quand même on essaie de pouvoir discuter. Et c'est l'exemple des états généraux du christianisme, où on arrive encore à discuter. Et là, je voudrais juste ajouter un élément. Quels sont aujourd'hui les espaces où on arrive à mettre ensemble des gens vraiment différents pour qu'ils discutent vraiment? Si on n'est pas dans un milieu, dans un espace catholique où la foi en Jésus-Christ ressuscité nous rassemble tous, tiens, on n'arrive pas. Ou alors sinon, donnez-moi des exemples. La franc-maçonnerie n'est pas aujourd'hui un lieu d'échange, en tout cas pas un lieu d'échange public. Voilà. Donc voilà. Méfions-nous des vieux clivages surjoués, tout en assumant qu'aujourd'hui, voilà, le clivage piété ou engagement, il est aussi derrière nous parce qu'on est les jeunes générations, mais aussi les générations plus âgées qui sont aujourd'hui présentes dans l'Église, tendent à revenir sur ce clivage-là. Je vais quand même répondre, parce que d'abord, je ne crois absolument pas que la déchristianisation soit le résultat du phénomène que vous avez évoqué. Et je ne le crois pas du tout, et je pense que le débat qui a agité un demi-siècle de catholicisme pour savoir qui était responsable de la sécularisation, en gros, pour le dire de manière très rapidement, est-ce que c'était les excès des années post-concile, ou est-ce que c'était au contraire parce que le concile n'était pas allé assez loin dans l'adaptation et dans la réforme? Je pense que tout ce débat est complètement vain, et que la sécularisation, c'est un mouvement beaucoup plus profond, qui obéit à d'autres lois, qui vient de beaucoup plus loin, qui a beaucoup plus à voir avec le développement de la société marchande qu'avec les agitations qui nous agitent, si j'ose dire, et les débats idéologiques qui nous agitent. Et je suis persuadé que ça n'a à peu près rien à voir, pour le dire de manière
évidemment absolument volontairement caricatural. Si demain les curés se marient, je doute que les églises se remplissent. Mais si demain on remet la messe en latin telle qu'elle était célébrée avant Vatican II, je doute également que les églises se remplissent. Alors ça nous occuperait toute une soirée pour en discuter, mais donc je ne crois absolument pas que ce soit le sujet. Par ailleurs, je pense que chaque génération a des besoins spécifiques. Une génération a grandi dans un univers saturé de signes et a cru que du coup on pouvait se passer de signes, et une génération arrive qui a grandi dans un univers privé de signes. Et donc, évidemment, quand vous êtes privé de signes, vous êtes privé de cet oxygène-là, et donc vous avez un besoin vital qui est de vous réapproprier ces signes. Quand vous avez grandi dans une génération où vous étiez enraciné, vous ne vous posiez pas la question des racines. Quand vous arrivez dans une époque dans laquelle on a coupé les racines, vous posez évidemment la question des racines, et vous avez raison. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas du tout un débat idéologique. C'est moi, je suis là, je dirais, simple observateur. Je vois que les besoins d'aujourd'hui sont des besoins qui sont profondément différents des besoins des jeunes catholiques des années 70. Et ça paraît évident parce que la société est profondément différente. Donc, les besoins que vous exprimez sont des besoins très différents. Moi, je ne mets pas du tout d'idéologie là-dedans. Par contre, je persiste à dire que la question de la foi est passée en second pour un certain nombre de militants, quand la question de la foi était placée en premier, je dirais, de l'autre côté de cet axe idéologique. On va passer à la question suivante. Alors, avant de poser ma question, simplement répéter à cette jeune dame que la phrase suivante: il faut prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si rien ne dépendait de Dieu. Donc les responsabilités sont là où elles sont. Ensuite, j'aimerais bien, en fait, j'ai trouvé que dans vos discours, en fait, il y a des discours qui seraient de gauche. Et alors, enfin, qu'est-ce que la gauche, en fait, enfin, fondamentalement? Parce qu'il y a énormément de sujets, l'écologie, le social, etc., qui, bien avant que la gauche, en tout cas, existe, pourraient être attribués à des discours aujourd'hui d'extrême droite, en tout cas à l'époque du royalisme légitime du 19e siècle. Et donc voilà, il y a des sujets. Voilà. Vous définissez la gauche par des sujets, par des thèmes. Alors, moi, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'en fait que le gauchisme, tout simplement? Enfin, que la gauche, pardon. Mais voilà. Il faut laisser l'expert nous répondre. Rien que le fait de poser la question quand vous parlez au sein des cercles socialistes ou avec des gens avec qui vous partagez voilà, une section, etc., la question, rien que le fait de la poser, moi j'ai pu la vivre au sein d'Esprit Civique, hein, déjà c'est tendu quoi, de poser cette question-là. Ça je peux en témoigner. Et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a, là je témoigne plutôt d'une expérience, hein, qu'il y a un profond questionnement. Maintenant, on ne peut pas nier qu'il y a une histoire qui va chercher, bien sûr, dans le judaïsme, dans le christianisme, qui va chercher, c'est ce que disait Debray, moi j'aime bien, c'est aussi en parlant de la France. Hein, la France, c'est à la fois le baptême de Clovis et la fête de la Fédération. Donc c'est quand même deux héritages intéressants qui vont puiser quand même, bien sûr, pour moi, dans le judaïsme d'abord, le christianisme, la notion de personne. Bon. Et après, la gauche, ben, c'est quoi? C'est vraiment une naissance claire à la Révolution, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un concept clair et qui porte par des personnes diverses, et c'est subtil, encore une fois, parce que moi aussi, on nous renvoie, c'est vrai que le PS va mal, que les choses sont complexes, que la gauche, on ne sait plus très bien, mais n'empêche que, moi je vois par exemple au sein des Poissons Roses, des amis à peu près sympathisants, et moi on voit des syndicalistes, des personnes qui sont parfois, qui ont 80 ans, mais qui ont un regard d'enfant, quoi, et qui sont dans les causes extrêmement fortes depuis très longtemps, extrêmement engagées, qui sont les gens qui prient d'ailleurs, hein, qui prient peut-être pas à la manière, entre guillemets, voilà, qu'on verra maintenant, mais ils sont là, quoi. Maintenant, pour revenir à la gauche, c'est encore une fois la question de l'émancipation, la question de l'égalité actuellement, beaucoup. Hein, la gauche se définit beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, je pense que l'égalité est un moyen, pas une fin, et en revanche, que l'émancipation est une fin. Mais qu'est-ce que l'émancipation? Et après, que la question du progrès, c'est aussi une ligne. Beaucoup de gens disent,
J'étais assez étonné, j'entendais Eugénie Bastier qui va venir, je crois, une fois, qui va venir dans quelques jours, qui a écrit un bouquin fort intéressant sur la défaite des femmes, que j'ai trouvé intéressant, mais qui disait, moi personnellement, je ne crois plus au progrès. Je crois à l'héritage, pas au progrès. Et moi j'ai dit, mais je m'insurge, quoi. J'ai dit, mais attendez, le progrès, c'est comme ça qu'il a envie de se lever le matin, et penser que demain peut être mieux qu'hier, quoi. C'est aussi une définition de la gauche. Alors après, c'est quoi le progrès? Il y a quand même quelque chose d'important là-dessus, puisque, d'un certain point de vue, la droite est conservatrice dans le sens où il y a l'héritage, il y a ce qui se passait. Je ne dis pas que le conservatisme est idiot, hein. Il y a des conservateurs qui disent qu'il faut conserver la vie, par exemple. Hein. C'est pas... Mais en revanche, il y a quand même des lignes. On n'est pas tous pareils. On débat sur Radio Notre-Dame 2 fois par semaine avec les gens de sens commun. On s'aperçoit qu'on n'est pas, on a des fondements qui, voilà, comment on parle avec bienveillance, mais il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et la question du progrès, justement, est une question essentielle, voilà, qui, pour moi, définit en partie la gauche. Oui, un petit bémol, je lisais dans le train en venant une note de la Fondation pour l'innovation politique, qui est un think tank de la droite libérale. Et c'était une note sur les zadistes, donc ça m'intéressait de voir comment ils voyaient le phénomène zadiste. Et du coup, j'ai regardé la façon dont ils se définissaient. Ils se définissent comme libéraux, ils se définissent comme progressistes. Et donc la notion de progrès, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure, elle est quand même problématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils se définissent comme européens. Or, si je n'ai pas vu la façon dont la fondation Terra Nova, donc de l'autre côté de l'échiquier, se définit, mais je pense qu'on peut les définir de manière à peu près juste comme libéraux, comme progressistes et comme européens. Et donc ces concepts sont aujourd'hui des concepts qui quand même posent problème. Libéral par rapport à quoi? J'ai tendance à penser que le libéralisme de droite et le libéralisme de gauche aujourd'hui ne se distinguent plus, alors qu'ils se sont historiquement qu'ils obéissent à des cultures politiques très différentes. Qu'est-ce que c'est que ce progressisme? Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute le discours au sein des responsables politiques de la droite, on voit que le discours qui est tenu est un discours qui invoque le progrès, le changement, et qui accuse la gauche d'être du côté du conservatisme. Et donc on voit bien que ces notions-là sont devenues des notions floues, des notions qui sont à la fois curieusement partagées. Tout le monde est progressiste, tout le monde accuse l'autre d'être conservateur. Certains assument d'être libéral, d'autres le sont sans l'assumer. On voit bien le phénomène Macron. Donc c'est plus compliqué pour moi. Là, je vais quand même mettre mon 27 en seconde. Quand même, être de gauche, c'est autant une histoire, une culture, un comportement politique, peut-être plus que des combats. Après, on ne va pas non plus se voiler la face, on est dans les vérités. Si on regarde sur un certain nombre de positionnements, quelles sont les priorités, les combats, les positionnements politiques sur les grands enjeux, on a des gens qui vont se positionner de gauche et qui vont, en termes de valeur, se positionner sur certains éléments. On va avoir des positionnements types de gauche ou de droite qui sont très clairs. Et pour moi, une des clés quand même essentielles, c'est la place de l'individu et du collectif. La place de la gauche, c'est la valeur fondamentale de la gauche, c'est d'abord de défendre le collectif, une action collective, une responsabilité collective, alors que la droite sera plutôt du côté de l'individu. Et on le voit, par exemple, si on va prendre les questions de l'insécurité, quand Valls veut transgresser le clivage gauche-droite, il dit on ne peut pas essayer de comprendre les terroristes, c'est les excuser. Eh bien, essayer de comprendre, c'est d'abord là, on est dans une démarche qui va être, en tout cas dans l'imaginaire collectif, et à mon avis avec un bon sens, identifiée comme plutôt à gauche, alors qu'une démarche d'abord répressive va être considérée dans l'imaginaire collectif et à bon sens que plutôt une démarche de droite. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les discours politiques aujourd'hui. On va passer à une troisième et dernière question. Désolé, c'est moi qui ai le micro. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai envie de me porter un petit peu à faux par rapport à la première intervention. J'ai eu l'occasion de vivre des célébrations eucharistiques très politiques et j'ai adoré ça. J'ai jamais vécu ça en tant que jeune. Je suis passé par les scouts et j'ai trouvé que ça redonne du sens à la foi de politiser sa foi. Donc je me mets à contre-courant des gens qui sont contre-courant. Et je me pose quand même la question de la responsabilité des individus. Pardon, c'est quoi une célébration religieuse très politique?
Et c'est avec un prêtre dont on sait qu'il est très politique et qu'il ne le cache pas, et avec des gens qui sont à peu près convaincus des mêmes options, et avec une liturgie très libre et à laquelle on donne un sens particulier après un moment politique. En gros. Et puis après, on peut prier pour la chute du capitalisme, des trucs comme ça. Et ma question, c'est la responsabilité des cathos de gauche qui auront justement une place d'autorité, parce qu'aujourd'hui, il reste quelques figures tutélaires quand on se renseigne un peu, notamment François Soulage, le père de Vincent Soulage, et Guy Orange, Rocard, Delors, etc. Et qui, j'ai pas du tout envie de faire du bashing de vieux, mais c'est quand même pour moi, c'est des figures extrêmement libérales, et c'est un peu les symboles de la droitisation de la gauche, pour rester sur des trucs un peu schématiques, on sait que c'est plus compliqué. Pas de la droitisation, mais ils sont extrêmement libéraux. Delors qui est passé par la commission, qui est passé par Maastricht, et Maastricht, c'était aussi un moment où la gauche, ou une certaine partie de la gauche, s'opposait encore au projet européen, dans la mesure où le projet européen était pour fondamentalement libéral et un soutien du capitalisme, et je pense qu'ils n'ont pas eu tort. Et moi je me pose la question donc ces gens-là, ils sont encore vivants, ils sont encore en responsabilité. Une partie conséquente des gens qui sont passés par l'Action catholique, qui ont accédé à des responsabilités, notamment qui sont à la CFDT et qui soutiennent le travail, et je pense que c'est une erreur majeure. Est-ce que il y a plus, enfin moi je crois qu'il y a un peu un manque de figures tutélaires pour des gens qui veulent un investissement, pour le dire très rapidement, anticapitaliste, tout en étant catholique. Il manque de gens, alors il se passe de nouvelles choses, c'est très intéressant. Et l'autre question en filigrane, c'est ok, des catholiques sans étiquette, et à la fois s'il n'y a plus de lieu de socialisation politique, en sachant que l'Église, comme le PC l'a été, une Église qui n'est plus catholique, où est-ce que les gens vont se former de manière, enfin, où est-ce que les gens vont se former? Alors les altercatos, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, mais tout le monde ne va pas aux altercatos, alors que tous les cathos ne vont pas aux altercatos et tous les cathos vont à la messe. Et le pape François fait quelque chose d'hyper intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il remet du politique dans son discours, ce qui n'a pas, enfin, moi, ce que j'ai pas vécu sous Benoît XVI, en tout cas de manière beaucoup moins claire. Et alors, du coup, voilà, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, je pense qu'il faut peut-être un peu que l'Église se politise, alors sans forcément que ce soit très très partisan, mais si on ne veut pas que la société se divide complètement et que les gens arrêtent définitivement de voter ou de s'engager, est-ce qu'il ne faut pas que justement l'Église se politise? Enfin, c'est un peu le sens de ma question et de mes remarques. On va prendre les dernières réponses à la dernière question. Moi, je suis assez réservé. Je suis assez réservé parce que la politisation de l'Église me semble... pareil, je veux dire, une confidence. Moi, j'étais... c'est pas un secret, puisque j'ai consacré plusieurs éditos à ce sujet. J'étais opposé à la loi sur le mariage pour tous, à la loi Taubira. Pour autant, j'étais très mal à l'aise quand mon curé faisait un sermon pour expliquer qu'il fallait aller manifester. Et je suis pour qu'on distingue ces ordres-là. Et je ne pense pas que la célébration eucharistique soit le lieu d'un débat, d'une expression politique qui en plus n'est pas un débat. Et par contre, je crois que c'est la responsabilité des laïcs, de manière autonome aujourd'hui, voilà, d'animer, de créer des lieux où peut être travaillée la question politique, qui est une question que les catholiques peuvent avoir par contre-coup tendance à considérer comme sale, qui est sale effectivement, parce que à partir du moment où on touche à la politique, on touche à la question du pouvoir, et donc c'est pas bien. C'est une question évidemment très importante, et donc je pense que les lieux de débat politique, quand s'il y en a aux altercatos, c'est très bien, les groupes qui essaient de remettre dans la politique, à partir du christianisme, dans la vie politique, comme le font les Poissons Roses, comme le font Sens Commun, je pense que c'est très bien. Et moi, je prends mes responsabilités comme laïc, j'organise la Générale du christianisme, où j'invite des responsables politiques. Ici, à Lyon, on avait organisé un débat, c'était juste après les débats sur le mariage pour tous. Cécile Duflot était venue d'ailleurs, la ministre de la Famille était venue, donc n'ayons pas peur de nous confronter à la politique. En septembre dernier, on a invité
on était à Strasbourg, on a invité le ministre de l'Intérieur. Donc n'ayons pas peur de la politique, ne la considérons pas comme une chose à oublier, mais situons-la au bon moment. Moi, je me méfie de la politisation de la religion. En revanche, à partir de notre engagement chrétien, prenons nos responsabilités. Et on ne sera pas d'accord entre nous, vous ne serez pas d'accord avec d'autres, et c'est très bien comme ça. Il faut qu'il y ait des débats politiques. Et n'ayons pas peur du débat politique dans l'Église. Je trouve qu'au moment des mariages pour tous, je trouve que l'Église était en position légitime quand elle demandait du débat dans la société, quand elle protestait contre le fait que le débat était étouffé. Mais elle aurait été en position beaucoup plus légitime si elle avait été capable d'assumer le débat en son sein sur ce sujet-là. Et je le dis en ayant été d'accord avec la position majoritaire de l'Église. Je regrette qu'un débat politique serein, adulte, n'ait pas pu être organisé aussi dans l'Église. Et donc je dis aux laïcs, organisons-nous, prenons nos responsabilités, situons-nous chacun selon notre ordre propre. C'est un élément global. Vincent. 3 phrases. 1. Les figures tutélaires de la gauche catholique, il n'y en a jamais eu. Les figures que je vous ai présentées sont toujours intervenues a posteriori. C'est quasi consubstantiel à la gauche catholique, il n'y a jamais de grande figure. Delors va jouer ce rôle-là, très a posteriori par rapport à son itinéraire personnel. Deuxième chose, sur la politisation de la vie paroissiale, Jean-Pierre Denis a très bien dit, c'est un vrai risque. L'intérêt, au contraire, c'est que la vie d'une communauté puisse permettre le dialogue, la rencontre, parce qu'il n'y a pas d'autre espace de la sorte dans l'espace social. Par contre, il existe des mouvements, des lieux qui, eux, sont politiquement marqués et qui permettent, y compris jusque dans les célébrations eucharistiques, de marquer des formes de politisation à laquelle, moi, à titre personnel, j'adhère très bien, puisque je l'ai vécu aussi dans ma petite communauté de banlieue ouvrière. Et une troisième chose, sur la politisation, la droitisation des grands leaders de la gauche chrétienne, que ce soit au CCLD Guy Orange ou au Secours catholique Soulage ou la personne qui va succéder, qui est une ancienne adjointe d'Alain Juppé, toutes ces figures sont aujourd'hui vues et considérées comme très à gauche, quand même, dans les discours. Quand la présidente du Secours catholique est dans une salle, on dit attention, voilà Trotsky. Elle était adjointe de Juppé. Voilà, voilà. Je relativise les notions de droitisation ou de gauchisation qui sont quand même beaucoup des affaires de point de vue. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir rejoindre la sortie et surtout le Simone pour ceux qui le souhaitent pour suivre autrement cette conférence. Bonne soirée. Et l'adresse du Simone, simplement 45 rue Vaucourt, donc c'est vraiment à 2 pas d'ici. Si vous ne voyez pas exactement où c'est, n'hésitez pas à demander au